Bonne année! Bonne année! Wouh! Bon, j'ai pu trouver mes trucs là. Il y en a plus, je sais pas où elles sont. Bref, c'est pas grave. Bon, bonne année à tous. Bonne, je sais pas quoi. Alors, ce que je vous souhaite, déjà, je vais attendre que vous arriviez tous. Je vais attendre que vous me disiez qu'on m'entend bien et qu'on me voit bien. Et après, je raconterai des trucs, d'accord? Vous avez vu mon beau chapeau pour la nouvelle année? Il est beau, hein? Pourquoi je ne vous vois pas encore apparaître? C'est très bizarre. Pourtant, il est l'heure. Bon, dites-moi dès que dès que vous me voyez, si on me voit bien, si on m'entend bien, tout ça. J'attends parce qu'il y a un petit décalage entre vous et moi d'un point de vue timing. Donc, bienvenue pour ce psy live spécial maltraitance. Et avant, je vais vous dire un petit mot quand même, un petit discours de nouvelle année. Moi, en fait, je vous souhaite qu'un seul truc, mais alors vraiment qu'un seul truc, hein. C'est de soigner vos blessures émotionnelles d'enfance. Parce que si vous faites ça, en fait, absolument tout, mais je vous le dis clairement, hein, pour moi, en tout cas, j'en suis convaincue, tout dans votre vie, en fait, va se résoudre, d'accord? Parce que en fait, c'est vraiment vrai le truc qui dit, faites le travail à l'intérieur de vous, en fait, et tout se résoudra à l'extérieur. Franchement, c'est hyper vrai. Donc vraiment, pour être heureux dans la vie, allez soigner vos blessures d'enfance. Ça, ça résout tout. Voilà ce que je voulais vous dire et bonne année. Bon, je sais pas si vous avez vu mon super truc, parce que j'avais l'impression d'être toute seule devant mon ordinateur et que vous n'étiez pas encore arrivé là, mais voilà, bonne année. Et je voulais prendre le truc qui souffle, mais je l'ai pas trouvé. Donc c'est pas grave, on va faire la bonne année sans. Ok. Bon, on m'entend bien, c'est bon. Meilleurs vœux, oui, oui, tout ça, voilà. Ok. Ok. Bon, je vous dis bonne année, mais je vous le dis clairement, dans ma vie, sinon ça me saoule de dire bonne année. Bonne année, bonne santé, tout ça, je sais pas pourquoi ça m'énerve. Bon, c'est pas grave. Alors, on va commencer sans plus attendre. Donc, ce soir, c'est un petit live spécial maltraitance. Mais en fait, on va voir que, on va voir déjà ce qu'est la maltraitance. On va déjà discuter de ça. Bon, j'attends pas que tout le monde soit arrivé, hein, il est 18h03 là, donc vous êtes assez. C'est parti, on y va. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Je bois un petit coup et on y va. Donc, vous vous souvenez, hein, j'ai pas mon PowerPoint sur le même truc, donc je peux pas voir vos commentaires pour l'instant. Donc je reviendrai vous faire un petit coucou une fois de temps en temps. D'accord? Donc, ce qu'on va voir ce soir, c'est quelles sont les conséquences, d'accord, de la maltraitance que l'on subit dans l'enfance sur nos vies d'adultes. Ok? J'ai mis maltraitance dans le titre, mais en fait, plus largement, ce soir, on va voir quelles sont les conséquences de ce que vous avez subi dans l'enfance, qu'on appelle ça de la maltraitance ou pas, sur vos vies d'adultes. Ok? Alors, comme d'habitude, je commence par pour qui est ce psy live? Donc, bien sûr, pour tout le monde, mais plus précisément, pour tous les adultes qui sont conscients d'avoir subi de la maltraitance en tant qu'enfant, pour vraiment vous aider, si c'est votre cas, à comprendre en fait le lien entre ce que vous avez vécu quand vous étiez enfant et vos problèmes à l'âge adulte. Et pour tous les adultes qui ne pensent pas avoir vécu une maltraitance, mais qui pourtant, à l'âge adulte, ont des problèmes relationnels, ont des problèmes émotionnels ou ont des blocages, dans leur vie d'adulte. Alors bien sûr, c'est pas tout le temps de la maltraitance, hein, mais dans beaucoup de cas, ça vient, en tout cas enfin dans la plupart des cas, de toute façon, ça vient de ce qu'on a vécu enfant. OK? Et donc, il y en a plein qui vont se retrouver dans ce que je dis, même si vous n'avez pas vécu de la maltraitance, OK? Et ce live s'adresse aussi à tous ceux qui pensent en fait, que ça sert à rien de remuer le passé, que, il y a pas besoin en fait de connaître, les causes d'un problème pour le résoudre. Mais en fait, on va voir que si, parce que comprendre en fait
la cause d'un problème et la manière dont un problème a été mis en place, ça va permettre de le résoudre, tout simplement, d'accord? Par exemple, j'arrête pas de le répéter, une tristesse, heu, elle a besoin que l'on sache de quoi elle est triste pour pouvoir s'en aller, en fait. Sauf que la plupart du temps, la cause de la tristesse, la raison de la tristesse, elle est dans le passé, d'accord? Donc clairement, c'est pas en serrant les fesses et en se disant: «Faut que j'avance, faut que j'avance, faut que j'avance», que la tristesse, elle partira, en fait, puisqu'elle a besoin que vous retrouviez la raison, en fait, sa source, sa cause, de quoi elle a été triste, de quoi elle est triste, en fait, cette tristesse et la raison, la plupart du temps, elle est dans le passé, OK? Voilà. Ce psy live aussi s'adresse aux parents, heu, pour que vous soyez, le plus possible conscients de vos actes, sur, vos enfants et sur, leur avenir surtout, d'accord? Donc la question n'est pas du tout, de culpabiliser, qui que ce soit, hein. La le ce qui est important, je pense, c'est vraiment qu'on soit de plus en plus conscient des conséquences de nos actes sur les enfants parce que parfois il y a pas la plupart du temps d'ailleurs, il y a pas une volonté de nuire, mais il y a juste une ignorance de la gravité des conséquences que nos actes peuvent avoir. OK? Et puis bien sûr, ce Psy Live s'adresse aussi, aux thérapeutes qui sont intéressés pour vraiment, comprendre le lien qu'il y a, entre le passé et le présent et surtout, en fait, la manière, dont les problèmes se mettent en place. C'est-à-dire que le mécanisme, en fait, parce que, c'est comme, je ne sais pas si vous avez vu, ma vidéo, pour faire la pub de mon Psy Live, sur les voitures où en fait j'explique que, si tu es là dans ta voiture et que tu essayes d'avancer mais que tu as une roue crevée, tu vas pas aller loin en fait. Et donc en fait pour moi, retourner dans le passé et surtout, comprendre comment un mécanisme s'est mis en place, c'est exactement la même chose que de, comprendre que ma voiture n'avance pas parce que j'ai une roue crevée, parce qu'à un moment donné, il y a un clou qui a été mis dedans, d'accord? Et dans le cadre des émotions, il faudra savoir exactement, qui a mis le clou, dans cette roue-là, d'accord? Il faudra savoir exactement que je suis triste parce que ou que j'ai une mauvaise estime de moi parce que mon père m'a rabaissée, parce que c'est dans cet événement-là qu'il faudra que j'aille changer la croyance pour changer mon présent. OK? Donc comme d'habitude, hein, je vais vous donner le plus d'informations que je peux dans ce Psy Live, ce qui vient de ma pratique, d'accord? Comme d'habitude, je ne vais pas utiliser des mots compliqués parce que ce n'est pas nécessaire tout simplement. Je ne vais pas utiliser des concepts compliqués, parce que pour moi ça ne l'est pas. Voilà. OK, donc pour ceux qui veulent des trucs compliqués, des concepts, psychanalytico, philosophiques, vous ne trouverez pas votre bonheur, ici. OK? Et puis pour ceux qui veulent aller plus loin, rendez-vous sur alapsyschool.com, pour les formations et d'autres trucs qui peuvent vous intéresser. OK? Voilà. Donc c'est parti, on y va. Alors, on va voir quoi ce soir? En préparant ce psy live pour vous, sur, les conséquences de la maltraitance, subie dans l'enfance, je me suis rendu compte que j'avais à peu près, 1,5 milliard de choses à vous dire et du coup, j'ai décidé de couper ce psy live en plusieurs psy lives. Donc aujourd'hui, on va voir ce qu'on a le temps de voir, mais j'ai pas envie de bâcler les choses, donc je préfère qu'on aille un petit peu plus dans le détail, mais que ce soit beaucoup plus clair, OK? Donc ce soir, on va voir ce qu'on appelle la maltraitance. Est-ce que c'est important de savoir si on a été maltraité ou pas, pour, pouvoir, se guérir? OK? On va commencer, si on a le temps, bon a priori oui, hein, à voir les conséquences de, la violence physique, de la violence psychologique. Je pense qu'on aura le temps de voir ça ce soir et je referai un live, du coup, le live de février, ce sera sur les conséquences sur la vie d'adulte, d'un mauvais accueil des émotions quand on est enfant, d'accord? Les conséquences, par exemple, si vos parents n'ont pas reconnu leurs erreurs quand vous étiez enfant, les conséquences que ça peut avoir sur vos vies d'adultes, les conséquences de faire culpabiliser un enfant sur sa vie d'adulte avec tous les mécanismes et tous les processus, les conséquences d'avoir eu un parent dépressif ou d'avoir été le confident de son parent, ça ce sera pour le live de février. Et en mars, on va faire,
psy live, je pense que je vais l'appeler, «Pourquoi c'est grave, d'avoir été violée?» Voilà, pourquoi c'est grave d'avoir été violée et là on parlera, plus spécifiquement, des violences sexuelles et de leurs conséquences, heu et on parlera aussi plus spécifiquement du processus de dissociation que je vous expliquerai, plus en détail. OK? Mais en tout cas, pour ce soir, voir on va commencer par voir qu'est-ce que la maltraitance? Vous allez voir, c'est hyper important ce point-là. Alors, en fait, ce qui est vraiment important, ça n'est pas, de mettre en soi le mot maltraitance sur ce que vous avez vécu. Ce qui est important, même si parfois ça l'est, de reconnaître, j'ai été un enfant maltraité. Parfois ça l'est et on verra ça plus loin. Mais en fait, ce qui est vraiment important, c'est de reconnaître que tel événement m'a fait souffrir, que c'était grave, ou en tout cas, c'est important de reconnaître la juste gravité de ce que vous avez vécu. C'est important de reconnaître que c'est normal d'avoir souffert de ce truc-là, d'accord? Que vous n'exagérez pas d'avoir souffert de tel comportement d'un adulte. Ce qui va être important, c'est de prendre conscience que ce n'est pas normal ce qu'on vous a fait ou ce qui s'est passé. Voilà, et que ça n'était pas justifié, c'est-à-dire que vous ne le méritiez pas, d'accord? Et surtout, 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 et c'est beaucoup ce qu'on va voir ce soir, ce qui est important, c'est de ne pas minimiser ce que vous avez vécu. Donc, peut-être que ça va pas être fondamental de dire ce soir, de reconnaître ce soir que, on a tous été des enfants maltraités, pas du tout, d'accord? Même si pour certains, ça sera clairement nécessaire pour se guérir. Mais ce qui va être important, c'est vraiment de reconnaître la gravité juste de ce que vous avez vécu et de ne pas minimiser la gravité. Pourquoi c'est fondamental? Tout simplement parce que une souffrance pour partir, elle a besoin d'être complètement entendue. En fait, elle a besoin d'être vraiment prise au sérieux. Et en fait, la plupart du temps, les gens font l'inverse de ça. Ils minimisent leur souffrance. OK? Donc pour partir, par exemple, une tristesse pour partir, elle a besoin d'être entendue, d'être prise au sérieux, d'être écoutée. Heu, Par exemple, imaginez, en tant qu'adulte, si vous êtes triste et que vous allez voir un ami, OK? Et que votre ami, il vous dit, vous lui racontez donc un truc, qui vous a fait souffrir et lui, il trouve, franchement que, c'est bon quoi, c'est pas grave, puis arrête de te plaindre et cetera. Et il vous dit, «C'est rien, relativise, arrête de te mettre dans des états, pas possibles pour rien» et tout ça. Et en fait, si la personne vous dit ça, la plupart du temps, vous allez vous sentir mal. Pourquoi vous allez vous sentir mal? Parce que tout simplement, votre tristesse ne sera pas entendue. Alors que si votre ami, se tait ou juste dit: «OK, je comprends que tu sois triste pour telle raison», ne vous juge pas, accueille votre émotion, vous écoute pleurer de manière empathique. En gros, s'il accueille votre émotion et s'il n'essaie pas de minimiser la gravité de ce pourquoi vous pleurez, vous allez très vite vous sentir mieux parce que votre tristesse se sentira entendue. D'accord? Bah, pour les blessures d'enfance, c'est exactement la même chose. D'accord? Si vous pensez que c'est en relativisant ce que vous avez vécu en tant qu'enfant, si vous pensez que c'est en disant non, mais c'est bon, il y a pire. Si vous pensez que c'est en disant c'est pas grave ce que j'ai vécu, si vous pensez que c'est comme ça que vous allez aller mieux parce que vous vous dites c'est en relativisant que je vais aller mieux, d'accord? Mais alors en fait, vous vous plantez complètement parce qu'en fait, c'est l'inverse qu'il faut faire, d'accord? C'est-à-dire que plus vous allez reconnaître la juste gravité de ce que vous avez vécu et plus vos souffrances se sentiront entendues et donc plus elles pourront partir puisque rappelons-nous encore une fois que nos émotions sont des messages et donc plus les messages se sentent entendus et plus ils s'en vont en fait. Donc plus nos émotions douloureuses, elles partent, plus elles sont entendues. Pas l'inverse en fait. Arrêtez de vouloir relativiser, arrêtez de vouloir dire non mais c'est bon en fait, c'est pas grave, faut que j'arrête de penser que c'est grave parce qu'en fait si j'arrête de penser que c'est grave, je vais plus être triste. C'est l'inverse, d'accord? C'est vraiment prendre un moment pour dire: «Ouais, en fait, c'est grave. Bien sûr que c'est grave de ne pas avoir été valorisé quand j'étais enfant. Bien sûr que c'est ultra grave, d'accord?
Puisque la valorisation, c'est ça qui fait que c'est l'oxygène des enfants, en fait. C'est ça qui fait qu'on va avoir confiance en soi. C'est ça qui fait qu'on va se donner de la valeur. Donc bien sûr que d'avoir été dévalorisé, c'est ultra grave, d'accord? Hem, donc arrêtez de vous dire c'est pour ça que j'ai marqué maltraitance, en fait. Mais le but n'est pas de dire: «Ah, on a tous été des enfants maltraités». C'est vraiment que vous arrêtiez de dire que ce qui vous a fait souffrir dans votre enfance, c'est pas grave en fait. D'accord? Parce que dans ces cas-là, votre souffrance, vos émotions ne se sentent pas entendues et donc elles ne partiront pas. Et donc vous allez rester avec toute votre vie en fait, en passant votre vie à vous battre contre des émotions parce qu'elles ne se sentent pas entendues. Donc elles sont là: «Allez, tu vas nous entendre, allez!» Et donc on va mettre le bazar, on va te mettre en dépression et je sais pas quoi. Et vous allez être là: «Non mais c'est bon, on me dit de pas m'en faire, on me dit que j'exagère, on me dit qu'il y a pire dans la vie, donc je ne vous écoute pas, je ne vous écoute pas». Eh bien, en fait, les émotions de souffrance ne partiront jamais. C'est aussi simple que ça, d'accord? Non, mais il faut que tu vois le bon côté des choses. Mais non, en fait, il faut que tu regardes ta tristesse en face, que tu comprennes de quoi elle est triste, que tu reconnaisses que c'est légitime qu'elle soit là, que tu l'écoutes pleurer, que tu te rendes compte que c'était pas de ta faute ou je ne sais quoi d'autre et ensuite elle partira, en fait. Il y aura plus besoin de se forcer à voir le bon côté de la vie, d'accord? Donc ce soir, en fait, si j'avais un message à vous transmettre, c'est, hem arrêtez de vous dire que ce que vous avez vécu dans votre enfance, ça n'est pas grave. Parce qu'à partir du moment où ça revient dans votre tête, à partir du moment où, ça continue de vous faire souffrir, quand vous y pensez, c'est que ça a eu son importance, en fait. Donc arrêtez de minimiser son importance. OK? Voilà. C'était le message du début de l'année. OK? Donc arrêtez de dire, «Non mais c'est bon, je vais quand même pas faire ma victime, d'ailleurs, il y a plein de gens qui me disent: «Non mais c'est bon, arrête de faire ta victime, on entend ça». Ça me donne de l'urticaire d'ailleurs. Non, c'est pas vrai, mais c'est une expression, d'entendre, «Non mais arrêtez de faire votre victime. Non mais là, en fait, tu dans la place de victime, dans le triangle de Karpman, tu es en place de victime, du coup, faut que tu arrêtes d'être une victime». Non, en fait, je veux dire si, vous avez l'impression d'avoir besoin de vous placer en victime, si ça vous fait du bien que les autres vous plaignent, tout simplement, c'est que vous n'avez pas reconnu la vraie victime que vous avez été à un moment donné, d'accord? C'est que vous n'avez peut-être pas compris de quoi vous avez été vraiment victime dans le passé, d'accord? Et plus vous refuserez, mais parfois c'est pas du tout de manière consciente, hein, de reconnaître à quel moment vous avez été victime de quelque chose, tant que vous refuserez de reconnaître la gravité de ce que vous avez vécu dans votre passé et plus vous aurez besoin, de vous faire plaindre parce qu'en fait la souffrance à l'intérieur de vous, comme elle n'a pas été reconnue à sa juste valeur, comme ce qui l'a mise là n'a pas été reconnu à sa juste gravité, comme, vous êtes en train de lui dire: «Mais en fait, j'ai pas de raison, tu pas de raison d'être là». Et ben, en fait, elle est là et elle s'installe et elle a besoin d'être reconnue. Donc vu que vous n'avez pas reconnu le bon truc, bah, en fait, vous allez hyper mal pour d'autres trucs et en fait, vous adorez vous faire plaindre parce qu'en fait, quand vous vous faites plaindre, c'est le seul moment, en fait, où votre tristesse, elle se sent un peu entendue. Alors elle se sent pas entendue pour le bon truc, mais elle se sent entendue quand même. D'accord? Donc en fait, tous les gens, que ce soit vous-même ou que ce soit dans votre entourage, si dans votre entourage, il y a quelqu'un, qui adore se placer en tant que victime, en fait, c'est qu'elle n'a pas reconnu la victime qu'elle a été dans le passé. D'accord? C'est qu'elle a minimisé ce qu'elle a vécu peut-être ou peut-être qu'elle a enfoui, l'événement dont elle a été victime. D'accord? Donc elle a besoin en fait de crier au monde entier, indirectement qu'elle a été victime. D'accord? Parce qu'elle, elle y croit pas elle-même en fait. Donc si elle, elle reconnaît qu'elle a été victime d'un truc ou si elle reconnaît, si elle désenfouit un événement qu'elle a enfoui ou si elle reconnaît la gravité de ce qu'elle a minimisé et qu'elle dit: «Bah attends, bien sûr que oui, en fait, j'ai été une enfant maltraitée». Et bien, en fait, son émotion se sentira totalement entendue, se sentira totalement légitime, elle pourra complètement l'accueillir et elle pourra partir. D'accord? Donc, je vous en conjure, arrêtez de culpabiliser les gens, qui se victimisent et si vous sentez que vous vous victimisez, essayez de comprendre de quoi vous avez été victime pour de vrai, en fait. Parce que
Si vous avez une émotion de souffrance à l'intérieur de vous, il faut que ce soit bien clair pour vous que vous avez vécu quelque chose qui a une gravité proportionnelle à l'intensité de votre émotion. Ça, il faut que ce soit clair pour vous. D'accord? Peut-être vous l'avez enfoui. Pour ceux qui, n'ont pas vu le Psy Live du mois dernier, je vous invite à regarder, le replay sur les traumas enfouis sur ma page. Et en fait, c'est de reconnaître son statut de victime à fond la caisse qui va vous permettre d'en sortir, d'accord? Parfois, moi, j'ai des personnes, qui viennent me voir en consultation et à un moment donné, je les aide à se rendre compte qu'en fait, ils ont été victimes de quelque chose. Heu, Parce que parfois, ils ont conscience d'avoir vécu quelque chose, mais ils n'ont pas reconnu leur statut de victime et donc pendant, 2 secondes, ils ont dit: «Oui, bon, bah, d'accord, j'ai été victime de tel truc, mais c'est bon, je veux pas, avoir un statut de victime, gna gna gna, je veux en sortir tout de suite», oui, mais non, en fait, parce que si vous avez suffisamment reconnu la victime que vous avez été, si vous avez reconnu exactement de quoi vous avez été victime, si vous avez suffisamment accueilli toutes les émotions de souffrance qui ont été mises à l'intérieur de vous lors de l'événement dont vous avez été victime, il n'y aura pas besoin de se forcer à sortir du statut de victime, en fait. C'est juste que vous sortirez naturellement du statut de victime parce qu'il aura été assez reconnu. Vous voyez ce que je veux dire? Donc arrêtez de vous battre, contre cette sensation d'être victime à l'intérieur de vous, en fait. Allez plutôt chercher de quoi vous avez été victime, reconnaissez la gravité de ce que vous avez vécu, accueillez vos émotions de souffrance et en fait, il y aura plus de victimes, dans la place, en fait. C'est aussi logique que ça. D'accord? Heu Donc, on va essayer de voir tout ce dont on a enfin, tout ce qu'on a le temps de voir ce soir, mais je veux vraiment passer autant de temps que nécessaire pour, vous permettre de comprendre que, ça n'est pas en minimisant vos souffrances que vous allez vous en débarrasser. Mais c'est l'inverse en fait, et donc, c'est en reconnaissant, à sa juste gravité ce que vous avez vécu en tant qu'enfant, hem qu'il y ait eu une intention de nuire, de la part des adultes qui ont eu ces comportements vis-à-vis de vous ou pas, en fait, c'est pas la question. D'accord? Heu, Si par exemple on parle des parents, d'accord? C'est pas, on n'est pas là pour diaboliser ou pour blâmer vos parents, d'accord? C'est pas la question. Ce qui va être important, c'est de reconnaître que leur comportement vous ont fait beaucoup ou un peu souffrir. D'accord? Ce qui va être important, c'est de reconnaître la souffrance que ça a mis à l'intérieur de vous. Bon, bien sûr, parfois, ce sera important de reconnaître, que des adultes ont eu, l'intention de vous nuire, mais parfois, ce ne sera pas important de le reconnaître puisqu'ils n'ont pas eu l'intention de vous nuire. D'accord? Voilà, on reviendra sur les parents tout à l'heure. Je vais faire un petit tour, du côté du live, bon, heu Bon, de toute façon, c'est très bien, hein, on verra vos questions tout à l'heure. Je vois encore que vous êtes sages et que vous attendez, les questions. Donc où est-ce que j'en suis moi? Donc, en fait, pour se libérer de votre souffrance, alors bien sûr, c'est important parfois, de reconnaître que vous avez été victime de maltraitance en soi, si c'est le cas. Ça va être important de reconnaître les faits. Ça va être important de reconnaître la gravité de ce que vous avez vécu, de ce que vous avez vécu, pardon, mais surtout ce qu'on va voir, c'est ce qu'il faut arrêter de faire, en fait. Déjà, faut arrêter de dire: «Non mais c'est bon, il y a pire». D'accord? Cette phrase ne sert à rien. Voilà. D'accord? Ça ne sert à rien en fait cette phrase. Je parle pour les blessures d'enfance. D'accord? Si vous avez tout nettoyé votre cœur à l'intérieur de vous et si naturellement votre cerveau, pour relativiser les choses, se dit et pour ne pas trop en souffrir, se dit: «C'est bon, il y a pire» et vous relativisez naturellement, pas de problème. Par contre, si vous sentez que vraiment vous avez une souffrance à l'intérieur de vous et que
pour essayer d'arrêter d'en souffrir, vous vous forcez à dire: «Non mais c'est bon, il y a pire, arrête d'en souffrir». Là, ça ne fonctionnera pas, d'accord? Parce que déjà, on s'en fout en fait. Oui, il y a pire et alors? D'accord? Sachant qu'une souffrance a besoin d'être reconnue pour partir, c'est pas en disant: «Il y a pire» qu'elle va se sentir reconnue en fait. Donc bah oui, tu as pris une claque, il y a pire parce que, tu pas pris un coup de pied dans le nez. Oui d'accord, mais j'ai quand même eu mal en fait, au niveau de ma claque. Donc j'ai quand même le droit de te dire que j'ai eu mal. J'ai le droit, d'être triste d'avoir pris une claque en fait. C'est pas parce que ça aurait été plus grave si je m'étais pris, un coup de pied en pleine figure, que j'ai pas le droit de dire que j'ai eu mal pour la claque et que j'ai pas besoin et que j'ai pas le droit de reconnaître que tu as pas le droit de me faire ça, que ce n'est pas justifié et je ne sais quoi d'autre. OK? Ça ne sert à rien et arrêtez de dire ou de penser: «Non mais, j'exagère, c'est bon, c'est pas si grave en fait». Arrêtez de penser que ça va vous aider parce que ça ne va pas vous aider. D'accord? Si vous en souffrez, si vous avez une émotion douloureuse par rapport à quelque chose que vous avez vécu enfant, c'est que vous n'exagérez pas, tout simplement. D'accord? D'ailleurs, il y a plein de gens qui, à l'âge adulte, en effet exagèrent, mais en fait, ils exagèrent parce que ils souffrent énormément pour un petit truc. Mais ça, c'est parce que leur vase émotionnel est plein et donc ils ont des réactions émotionnelles disproportionnées. Mais leur vase émotionnel est plein parce qu'ils n'ont pas reconnu à sa juste valeur tout ce qu'ils ont vécu dans l'enfance. Donc leurs émotions liées à ce qu'ils ont vécu pendant l'enfance, n'ont pas pu se libérer, d'accord? Parce qu'ils pensent depuis toujours qu'ils exagèrent, d'accord? Donc ça s'empile, ça s'empile, ça s'empile les émotions parce qu'elles ne se sentent jamais entendues. Donc parfois, c'est les adultes dans l'enfance qui vont directement éduquer les enfants en leur disant en permanence: «Non mais t'exagères», d'accord? Donc ça, c'est l'inverse d'aider un enfant à accueillir ses émotions. On verra ça, la prochaine fois, hein, pour l'accueil des émotions. Ça ne sert à rien en fait de dire, «Non mais c'est bon, il y a pire». Oui, bon, bah, c'est vrai, quand j'étais ado, pendant les repas de famille, il y a mes seins qui commençaient à pousser et du coup, voilà, j'avais honte de mon corps, j'arrêtais pas de me cacher et les adultes, sur le ton de la plaisanterie, ils faisaient des blagues en fait, sur, ma pudeur. Heu, mais bon, c'est pas grave, enfin voilà, en plus ils rigolaient. Bah, c'est pas grave, ça reste à voir en fait, parce que, quand on est une adolescente, qu'on est extrêmement gêné par son corps, qu'on a besoin, de bienveillance, et de la part des adultes qui sont censés nous protéger et être bienveillants vis-à-vis de nous, on a besoin de leur soutien et pas qu'ils nous enfoncent en fait et pas qu'ils nous fassent nous sentir mal à l'aise. Donc c'est pas grave en fait, ça reste à prouver en fait. D'accord? Donc arrêtez de vous dire: «J'exagère, c'est pas grave». À partir du moment où vous en souffrez, c'est que ça a une importance, point final, c'est tout. Alors, un autre truc qui sert à rien, mais qui sert c'est de dire, «Non mais c'est bon, c'était comme ça à l'époque». Alors celle-là, je l'entends, mais je vous la raconte pas et alors elle sert à rien, mais c'est un truc de fou. C'était comme ça à l'époque. Oui et donc en fait, enfin, je veux dire, OK, donc on tapait, sur, les enfants, à l'époque. OK, d'accord. On faisait pas de câlins, aux enfants à l'époque. OK, d'accord, mais c'est pas pour ça que c'est pas grave, en fait. D'accord? C'est pas parce que c'est courant, c'est pas parce que, c'est banalisé que ça n'est pas grave, en fait. D'accord? Donc ça n'est pas un argument, c'est pas grave, pour dire que ce que vous avez vécu, c'est pas grave, que c'était comme ça à l'époque. OK. Alors, de dire: «Non mais c'est bon, je vais quand même pas me plaindre». Moi, il y a des gens qui viennent me voir en consultation et que quand je sais pas, je dis n'importe quoi moi, quand imaginons que, hem ils ont un problème de confiance en eux, par exemple, parce que, ils ne se sentent pas à la hauteur et on recherche en fait la source de cette croyance, «Je ne suis pas à la hauteur» dans leur enfance et par exemple, ils sont sur le point de dire, «Bah, en fait, je me sens pas à la hauteur parce que, j'ai été rabaissé toute mon enfance, par mes parents» et avant de le dire, ils disent, «Non mais c'est bon, je peux quand même pas dire ça de mes parents», mais celle-là, on la verra après. Ils vont dire, par exemple: «Non mais c'est bon, je vais quand même pas me plaindre, j'ai quand même une enfance sympa». Alors, si vos parents ou n'importe qui vous a dévalorisé, rabaissé,
humilié ou je ne sais quoi d'autre, ou rejeté, ça n'est pas vous plaindre en fait. C'est reconnaître les faits tels qu'ils sont. D'accord? C'est reconnaître un fait, ça n'est pas se plaindre. D'accord? C'est 2 choses différentes. OK? Hem Et tant que vous ne reconnaîtrez pas les faits, heu, vous risquez beaucoup plus de vous plaindre, en fait, parce que souvent les gens, ils se plaignent quand ils ont une souffrance à l'intérieur d'eux. Sauf que plus je vais reconnaître les faits et plus je vais reconnaître la souffrance que ces faits ont mis à l'intérieur de moi et plus je vais me libérer de la souffrance et donc moins j'aurai besoin de me plaindre, d'accord? Donc arrêtez de penser que reconnaître les faits et dire, «Moi j'ai jamais été valorisé», c'est vous plaindre, en fait. Non, c'est reconnaître un événement dont vous avez souffert. Mais là, on parle même pas de blâmer les parents ou quoi que ce soit. On parle de, verbaliser, ma souffrance vient du fait que j'ai pas été valorisée parce que je n'ai pas été valorisée quand j'étais enfant et donc ça m'a fait souffrir et c'est normal que ça m'ait fait souffrir, parce que la valorisation est très importante pour un enfant. Et bien sûr que c'est grave parce que, ça m'a empêché d'avoir confiance en moi une bonne partie de ma vie avant que je me soigne, en fait. Donc je suis désolée, mais on mesure aussi la gravité de ce que l'on a vécu par rapport aux conséquences que ça a dans notre vie. Si, de ne pas avoir été valorisé, ça a fait que, vous n'avez pas entrepris la carrière de vos rêves parce que, vous n'aviez pas assez confiance en vous, parce que vous pensiez que: «Oh mais non, mais c'est bon, je vais même pas commencer parce que de toute façon j'y arriverai pas», parce que vous avez été dévalorisé toute votre enfance. Excusez-moi de vous dire que, enfin, ça me paraît grave, en fait, par rapport à toutes les conséquences que ça a eu hem, dans votre enfance. D'accord? Donc arrêtez, de dire: «Non mais c'est bon, je vais pas me plaindre». Bah, reconnaître les faits, les actions que les adultes ont eues ou d'autres enfants, je ne sais pas, dans votre enfance et que ça vous a fait souffrir, ça n'est pas vous plaindre. D'accord? Et faites-le parce que plus vous le ferez et plus ça vous permettra de vous libérer. OK? Mmh. Hem, Parfois les gens ils disent, «Non mais c'est bon, je peux quand même pas dire ça de mes parents», mais tu peux pas dire quoi exactement, de tes parents? «Bah, je peux quand même pas dire, qu'ils me faisaient des reproches, je veux pas les blâmer, je veux pas leur faire des reproches». Alors déjà, je sais plus ce que j'ai utilisé comme exemple, mais déjà, par exemple, si vous avez été insulté par vos parents, dire: «J'ai été insulté par mes parents», ça n'est pas les blâmer, ça n'est pas leur faire des reproches, d'accord? C'est décrire un fait, OK? Il y a une différence entre «ils m'ont insulté» et «je leur reproche de m'avoir insulté», c'est 2 choses différentes. Mais tant que vous n'admettrez pas, qu'ils vous ont insulté, vous ne pourrez pas, par exemple, arrêter d'être triste qu'ils vous ont insulté, d'accord? Imaginons que j'ai une tristesse à l'intérieur de moi parce que, j'ai été rabaissée, mais en même temps, je veux pas dire que mon père m'a rabaissée parce que quand même il a fait plein de trucs pour moi, donc je peux quand même pas dire ça. Bah, déjà si, tu peux le dire parce que c'est un fait, et en plus, la tristesse que tu as à l'intérieur de ton cœur qui attend d'être reconnue pour partir, elle aura besoin que tu verbalises: «Je suis triste que mon père m'ait rabaissée» pour pouvoir partir, en fait. Donc tant que vous ne reconnaîtrez pas des faits, sous prétexte que vous ne voulez pas blâmer vos parents, sous prétexte que, hem, vous voulez, préserver l'image que vous avez de vos parents, sous prétexte que vous voulez préserver l'image d'avoir une enfance heureuse, sous prétexte que vous ne voulez pas vous plaindre ou, que vous voulez pas faire votre victime, en fait, votre souffrance, elle partira pas, c'est aussi simple que ça. Voilà, ça c'est dit. Hem Et en fait, il y a des gens qui restent, avec une souffrance à l'intérieur de leur cœur toute leur vie parce qu'ils disent, «Non mais, ma mère, elle a fait du mieux qu'elle a pu, je peux quand même pas, dire ça de ma mère». Mais en fait, la question n'est pas de savoir si votre mère, elle a fait du mieux qu'elle a pu ou pas. C'est pas ça la question. La question, c'est de reconnaître que ce qu'elle a fait, ça vous a fait souffrir, et que vous auriez aimé que ce soit autrement et que sûrement c'était pas normal, en fait, ce qui s'est passé. D'accord? Même si c'est pas de sa faute, on s'en fiche.
Enfin, on s'en fiche. Parfois, on s'en fiche et parfois, on s'en fiche pas. On verra ça, un autre jour, mais pas aujourd'hui. Hem, Par exemple, si vous dites: «Non, non, mais en fait, je peux pas me plaindre du comportement de ma mère, même si elle a été dure parce que, on était beaucoup d'enfants et elle était toute seule à nous élever, en fait. Donc je peux quand même pas, je peux quand même pas lui reprocher quelque chose». Mais en fait, tant que vous vous autoriserez pas à dire: «Ma mère, elle a été dure et franchement, ça a mis vachement de tristesse à l'intérieur de moi», vous ne pourrez pas vous libérer de votre tristesse que votre mère ait été dure. D'accord? Donc essayez de séparer les choses, en fait. C'est-à-dire que, OK, vous pouvez reconnaître d'un côté que peut-être elle a fait du mieux qu'elle a pu parce que, elle était toute seule à vous élever avec les enfants et machin truc, mais ça ne vous empêche pas de reconnaître que, bah, moi j'ai jamais reçu de câlin en fait, même si elle avait pas le temps d'en faire ou je sais pas quoi. Hem, Même si, je pense que c'est pas une question de temps si on fait pas de câlin, mais bon bref. Ça n'empêche pas en fait de reconnaître que, bah, vous avez, souffert d'un comportement de vos parents en fait. D'accord? Voilà. Mmh, hem et en fait, ça a une énorme conséquence de ne pas, reconnaître la juste gravité de ce que vous avez vécu, dans votre enfance. Hem Et peut-être pour vous aider à reconnaître la gravité de ce que vous avez vécu, déjà si vous avez une émotion de souffrance, ça veut dire que c'est suffisamment grave pour vous avoir fait souffrir et pour vous continuer à vous faire souffrir à l'âge adulte et peut-être de faire le bilan de toutes les conséquences que ça a eu sur votre vie, en fait. Peut-être que ça vous aidera à vous rendre compte de la gravité de ce que vous avez vécu. Que ce soit volontaire ou pas, de la part des adultes de l'époque, c'est pas la question pour l'instant. Mais en tout cas, de minimiser ce que vous avez vécu, quand quand vous étiez enfant, ça a une autre conséquence énorme. Hem, alors déjà, c'est que vous pouvez pas vous libérer de votre souffrance, hein, premièrement, bien sûr et deuxièmement, si vous vous dites: «Non mais je souffre, mais j'exagère parce que ce n'est pas si grave». En fait, dans votre vie d'adulte, ça peut avoir les conséquences suivantes. C'est qu'en fait, dès qu'il va vous arriver quelque chose, que quelqu'un va vous faire quelque chose ou je sais pas quoi, assez rapidement ou directement, vous allez avoir tendance en fait à, dire, «Non mais j'exagère, c'est pas si grave», Vous voyez, par exemple, si, vous avez été dévalorisé quand vous étiez enfant, heu, mais vous n'avez pas été tapé. Et imaginons que vos parents, en plus de vous dévaloriser, ils vous disaient, «Non mais c'est bon, on va appeler SOS enfants battus, c'est pas comme si on te tapait», d'accord? Donc en fait là, ils vous ont appris, hem, à penser que c'était pas grave en fait d'être valorisé, d'accord? Qu'il y a pire, donc il y a pas de quoi vous plaindre, il y a pas de quoi vous révolter en fait. Eh bien, dans votre vie d'adulte, peut-être que vous allez rencontrer un conjoint qui va vous dévaloriser et en fait, vous allez vous dire, «Non mais de quoi je me plains? Il est quand même vachement sympa, par d'autres côtés», et du coup, ça va faire que, vous allez vous laisser dévaloriser parce que vous avez la croyance à l'intérieur de vous que si vous ne vous laissiez pas faire, vous exagéreriez, d'accord? Donc enfin, vous voyez, c'est énorme, en fait, les conséquences que ça peut avoir, d'accord? Donc c'est pour ça que c'est super, 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 super important de reconnaître, la gravité de ce que vous avez vécu à sa juste valeur et ça n'est pas, renier votre famille, ça n'est pas, planter un couteau dans le dos, de vos parents, pas du tout, en fait. C'est juste permettre à l'enfant à l'intérieur de vous, de se sentir entendu par quelqu'un, de sentir que sa souffrance, est entendue. Ça va permettre à votre colère, à votre peur, à votre tristesse d'être entendue et de partir, en fait. D'accord? Il y a une différence entre reconnaître votre souffrance et blâmer vos parents. Faites bien la différence, d'accord? Même si parfois ce sera important
de, blâmer les parents et de ne pas leur chercher des excuses. D'accord? Heu, voilà. Bon, qu'est-ce que vous racontez? Il y a longtemps, alors attends, gna gna gna. On est face à des événements pas faciles vécus il y a longtemps et quand vous en parlez au psy, quel grand malaise d'avoir remué tout ça. Oui, excusez-moi, je suis en train de lire plein de trucs en même temps. Donc, alors, remuer le passé pour remuer le passé, n'a aucun intérêt, bien sûr, hein, d'accord? Remuer le passé, ça va être pour le soigner, en fait, d'accord? Remuer le passé pour remuer le passé n'a aucun intérêt. Par exemple, ça va avoir un intérêt si on reprend, notre exemple de tout à l'heure, ça va avoir un intérêt si, vous manquez d'estime de vous, si vous n'avez pas confiance en vous et que, la croyance qui sous-tend cette non confiance en vous, c'est, par exemple, «J'ai pas confiance en moi parce que je me dis toujours que je ne suis pas à la hauteur». Et bien là, ça va avoir un intérêt d'aller remuer le passé, de comprendre que je me sens pas à la hauteur parce que, mon père arrêtait pas de me dire que j'arriverais à rien ou je ne sais quoi d'autre. Et du coup, remuer le passé, ça va être enfin, aller soigner le passé, ça va être d'aller prendre conscience que j'ai cru ce que mon père m'a dit, que j'étais pas à la hauteur, mais en fait, j'étais complètement à la hauteur, comme tous les enfants. C'est lui qui n'avait pas à me traiter comme ça. Et en fait, c'est parce qu'il m'a traitée comme ça que toute ma vie, je me suis sentie pas à la hauteur et donc que je n'ai rien entrepris et donc en fait que ça lui a donné raison parce que, j'ai rien réussi puisque j'ai rien entrepris, puisque je pensais que j'étais pas à la hauteur, donc je me raconte que je suis pas à la hauteur et j'ai la preuve, OK? Mais si on inverse le processus, on se rend compte que, bah, non, pas du tout, j'étais tout à fait à la hauteur, c'est lui qui n'avait pas à me traiter comme ça, il aurait dû me valoriser et donc moi, j'étais tout à fait à la hauteur et après, une fois que la croyance, elle a été changée dans l'événement, dans l'enfance, je me crois à la hauteur dans mon présent et j'ai confiance en moi. OK? Bon, je lirai, tout, tous vos commentaires après. OK? Donc on a le temps de commencer, les conséquences. Alors, hem, les conséquences de la maltraitance ou en tout cas, peu importe si on dit maltraitance, mais en tout cas les conséquences, de ce que vous avez vécu, enfant, sur votre vie d'adulte. Alors, déjà, il y a peut-être, quelque chose de général qu'on peut dire, c'est que la maltraitance, physique ou psychologique, dans 90 des cas, va engendrer un manque d'estime de soi et une dépendance plus ou moins grande par rapport au regard des autres. Pourquoi? Et une peur que certaines choses se reproduisent. Je vais développer un petit peu ça. Alors, la maltraitance physique et psychologique, déjà, va développer un manque de confiance en soi. De quelle manière? Hem, alors la maltraitance psychologique, par exemple, bah, si j'ai été rabaissée, si j'ai été dévalorisée. En fait, les enfants, ils croient ce que disent leurs parents, la plupart du temps, d'accord? Si on me dit que je suis un moins que rien, si on me dit que de toute façon je ne vais jamais y arriver, hem si, d'une manière ou d'une autre, on me traite d'abruti, on me traite de bête, j'arrive pas à faire mes devoirs, «Mais tu es con, tu le fais exprès» et cetera. Bah, naturellement, en fait, ça va me faire penser que en effet, je suis bête, que je suis abrutie, que je suis nulle, que je ne suis pas à la hauteur et donc ça va faire que je ne vais pas avoir confiance en moi. Ça va faire même parfois que je vais avoir honte de moi. Si par exemple on m'humilie, je vais avoir honte de moi et en fait, si la blessure, elle n'est pas soignée, forcément que je ne vais pas avoir confiance en moi.
d'accord? Donc s'il vous plaît, arrêtez de dire: «Non mais moi en fait, dans mon caractère, j'ai pas confiance en moi». Non, en fait, c'est pas dans ton caractère. Il s'est passé quelque chose à un moment donné qui t'a fait croire que tu étais pas à la hauteur, que tu étais nul, que tu étais moins que rien ou je ne sais quoi d'autre, et ça se soigne, d'accord? C'est réversible, OK? Donc du manque de confiance en soi, clairement. Donc de manière très, pragmatique et pratique, si vous n'avez pas confiance en vous, si vous pensez du mal de vous à l'âge adulte, essayez de vous poser la question, «Est-ce qu'on m'a dévalorisé? Est-ce qu'on m'a rejeté? Est-ce qu'on m'a humilié? Est-ce qu'on m'a rabaissé?» D'accord? Parce que du coup, pour avoir confiance en vous, il faudra aller soigner vos blessures d'enfance liées au rejet que vous avez subi, liées à la dévalorisation, et cetera, et cetera, et cetera. D'accord? Donc enlever la culpabilité, admettre la gravité comme ce qu'on vient de dire et accueillir vos émotions de souffrance, d'accord? Avec ou sans l'aide d'un thérapeute, la plupart du temps quand même c'est plus facile avec l'aide d'un thérapeute, formé. OK. La maltraitance psychologique et physique va aussi engendrer, bien sûr une dépendance plus ou moins grande au regard des autres. Pourquoi? Parce que si j'ai été humiliée, dévalorisée, gna 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 gna, je vais douter de ma valeur, d'accord? Je vais me dire que je suis pas assez bien, en tout cas je ne vais pas m'aimer, d'accord? Je ne vais pas reconnaître ma valeur et du coup, je vais avoir besoin, pour combler le manque que ce que j'ai vécu dans l'enfance a mis à l'intérieur de moi, pour combler ce manque-là, en fait, je vais avoir besoin de la reconnaissance des autres, d'accord? Comme un puits sans fond. Donc, vous voyez, c'est ça le mécanisme. C'est-à-dire que si moi, je ne m'aime pas assez ou si je ne suis pas sûre de ma valeur, eh bien, je vais attendre que les autres me donnent de la valeur. Je vais voir si j'en ai de la valeur dans le regard des autres, d'accord? Et s'ils pensent du mal de moi, ça va me faire du mal parce que, étant donné que je n'ai pas assez de valeur à mes propres yeux, eh bien, dès que quelqu'un va me dévaloriser, je vais la prendre en pleine figure, en fait, d'accord? Parce que je ne suis pas assez comblée à l'intérieur de moi, je ne suis pas assez construit à l'intérieur de moi, d'accord? En fait, la valorisation, le fait d'être valorisé, le fait d'être aimé, le fait de ne pas être humilié, le fait de ne pas être rabaissé dans l'enfance, ça va me permettre d'être conscient de ma valeur, de m'aimer indépendamment du regard des autres quand je vais grandir, d'accord? Donc si, pour vous, le regard des autres, c'est vachement important, si vous êtes dépendant du regard des autres, si vous prenez le reproche des autres comme une flèche en plein cœur, allez soigner vos blessures d'enfance, d'humiliation, d'avoir été rabaissé, d'avoir été rejeté, de ne pas avoir été aimé, et cetera. Parce que si vous faites ça, en gros, soigner les blessures d'enfance, ce serait, OK, j'ai pas été aimé, j'ai pas été valorisé, mais pas parce que j'avais pas de valeur, d'accord? En fait, les enfants, ils se disent: «OK, j'ai pas été aimé, personne s'est intéressé à moi» et ils en concluent qu'ils sont pas dignes d'intérêt, d'accord? Et donc ça les suit dans leur vie d'adulte. Sauf que si on retourne dans l'enfance et qu'on regarde les choses différemment, avec ou sans l'aide d'un thérapeute, et qu'on se dit: «OK, en effet, j'ai pas été aimée. En effet, personne s'est intéressé à moi. Mais en fait, ça n'avait rien à voir avec moi. C'est que mes parents étaient pas prêts à être parents ou je ne sais quoi d'autre, qu'ils s'aimaient même pas eux-mêmes, donc c'était compliqué, de nous aimer ou je ne sais quoi d'autre». Mais en fait, ça n'avait rien à voir à avec ma valeur parce que moi, en fait, bien sûr que j'avais énormément de valeur. D'accord? Et hop! En fait, c'est ça qui va reconstruire le socle de confiance en soi et en fait, les gens, ils vont s'aimer complètement, et donc à l'âge adulte, au présent, ils vont arrêter d'être dépendants du regard des autres. D'accord? Hem, il y a une jeune fille, que j'ai vue et elle est jeune, hein, elle a la vingtaine si je dis pas de bêtises, et en fait, un jour elle est venue, à une consultation et elle m'a dit: «En fait, ce que les gens pensent de moi, quand je me balade dans la rue, mais je m'en fiche, mais complètement». D'accord? Ça a ça comme pouvoir d'aller soigner vos blessures d'enfance. C'est pour ça que je n'arrête pas de le répéter. D'accord?
tout enfin, pour moi, hein, 99 de votre de vos problèmes vont se résoudre si vous allez soigner vos blessures d'enfance. OK? Hem, Parce que, voyez, par exemple, si vous avez un manque de confiance en vous, à l'intérieur de vous, si vous avez manqué de reconnaissance, bien sûr que vous allez pouvoir aller, vous faire des gros muscles à la salle de sport, pour vous donner de la valeur, selon vous. Bien sûr que vous allez pouvoir, je dis n'importe quoi moi, avoir un super job, une super entreprise ou je sais pas quoi. OK. Et sûrement que ça va vous donner de la valeur. Mais en fait, vous aurez de la valeur parce que vous avez des gros muscles. Vous aurez de la valeur parce que vous aurez une super carrière. OK, super. Mais il y aura toujours un manque au fond de vous, en fait, parce que le manque de base n'aura pas été comblé. D'accord? C'est pour ça que, à mon avis, il vaut mieux ne pas compenser un manque, mais il faut aller le remplir à la base, en fait. Et on le remplit à la base en retournant dans ce qui a mis ce manque à l'intérieur de vous et vous rendre compte, en fait, que Heu, c'est pas parce que vous n'étiez pas digne d'amour qu'on vous a pas aimé. C'est pas parce que vous n'étiez pas digne d'intérêt qu'on s'est pas intéressé à vous. D'accord? Vous étiez complètement digne d'intérêt, vous étiez digne d'amour, vous ne méritiez pas qu'on vous tape dessus ou je ne sais quoi d'autre. D'accord? Et c'est ça en fait qui va faire que, les gens ils vont de nouveau avoir confiance en eux, mais pas parce qu'on aura compensé un manque. C'est parce qu'on aura rempli le vide en fait et ça ne sera plus un puissant fond qu'il faudra, remplir. Je pense par exemple, aux personnes qui ont toujours, je sais pas si peut-être, c'est votre cas, des personnes qui ont toujours besoin, d'être valorisées, «Oh elle aime bien qu'on la flatte celle-là», alors si vous aimez être valorisé et que c'est comme si, vous aviez toujours besoin qu'on vous valorise, qu'on vous rassure sur la valeur que vous avez ou sur vos qualités ou vos, hem, oui, vos qualités, si qu'on vous fasse des compliments. Peut et que vous avez l'impression en fait que, même si les gens vous aiment, même si les gens vous complimentent, hem, c'est comme un puits sans fond en fait parce que ça n'est pas ça qui vous donne confiance en vous. Vous savez parfois, les gens ils disent: «Ah mais tu dis ça pour que je te dise que pour que je te dise que tu es belle». Bah, peut-être parce que vous avez besoin de l'entendre, parce que vous manquez de confiance en vous, en fait. Et en fait, on pourra vous dire un milliard de fois que vous êtes belle, que vous êtes super, que vous êtes extraordinaire, mais si ça vient de l'extérieur, alors que vous avez déjà grandi, que vous êtes déjà adulte, ça n'aura pas d'impact profond à l'intérieur de vous, en fait. Ce sera comme un pansement, sur votre blessure de manque de confiance en vous pendant 5 minutes, de la pommade un peu, mais si vous voulez vraiment arrêter, hem, d'avoir besoin de la reconnaissance, de la valorisation de l'extérieur à l'âge adulte, des autres en fait, bah, allez soigner vos blessures d'enfance, d'accord? Ce qui a fait qu'aujourd'hui vous manquez de confiance en vous, il faut aller travailler sur, le fait d'avoir été, dévalorisé, de ne pas avoir été valorisé, le fait d'avoir été humilié et cetera. D'accord? D'où l'importance, comme ce que je disais au début de ce psy live, de reconnaître les faits, d'accord? En fait, on peut rien faire, si on ne reconnaît pas les faits sous prétexte que je vais quand même pas dire ça de mes parents ou je sais pas quoi, OK? On peut rien faire en fait, on peut rien soigner, OK? Donc c'est pour ça que c'est très important de reconnaître les faits et leur juste gravité. Alors, de manière générale aussi, les conséquences de la maltraitance, enfin de la maltraitance, je m'en fiche comment on appelle ça, d'accord? Des violences, psychologiques ou physiques, qu'elles soient, plus ou moins graves. Ça va être aussi, à l'âge adulte, votre cerveau, en fait, il va avoir peur que ça se reproduise. Donc par exemple, si, vous avez été dévalorisé ou critiqué, vous voyez? Des petits reproches comme ça, des petites critiques dans votre enfance. On vous a critiqué, à chaque fois, on appuyait pile sur le truc que vous aviez pas tout à fait bien fait et qu'on ne vous valorisait jamais. Hem Et bien, peut-être que votre cerveau va être ultra sensible à la critique et que vous n'allez pas supporter qu'on vous dise quoi que ce soit. D'accord? Il y a des gens comme ça, et du coup, leur entourage parfois leur dit: «Mais c'est bon, on peut rien te dire». Bah oui, en fait, on peut rien me dire parce que, je suis ultra sensible à la critique tellement j'ai été critiquée, en fait, dans mon enfance. OK?
Ou alors, hem, si, à chaque fois que vous entrepreniez quelque chose, au lieu de valoriser vos efforts, même si le truc il était moche au final, vos parents ils critiquaient ou ils vous montraient que c'était pas tout à fait bien ou je sais pas quoi, hem, vous n'avez, vous allez devenir hypersensible à l'échec, par exemple et donc vous allez avoir peur de l'échec. Par exemple, parce que quand vous étiez enfant, à chaque fois que votre mère, elle vous disait, elle critiquait ce que vous aviez fait, bah, du coup, ça vous faisait vraiment vous sentir nul et en fait, à l'âge adulte, vous avez votre cerveau, en fait, il se souvient que d'échouer, ça fait trop mal à l'intérieur, d'accord? Donc vous allez avoir la peur d'échouer parce que vous allez avoir peur, encore une fois, de vous sentir nul et que ça fasse trop mal, d'accord? Mais si on va soigner votre blessure, d'avoir été critiqué, si on va vous aider à vous rendre compte que bien sûr que vous n'étiez pas nul, vous étiez juste en plein apprentissage, vous faisiez du mieux que vous pouviez et peut-être que, votre maman elle a pas, compris que c'était beaucoup plus important, de mettre le doigt sur vos efforts, de vous valoriser, de vous encourager et qu'elle a pensé que c'était mieux, de mettre le doigt sur vos erreurs pour vous aider à y remédier par exemple. Si on voit les choses comme ça et qu'on se rende compte que, bah, non bien sûr j'étais pas nulle, c'est pas parce que j'ai été critiquée que j'étais nulle, et bien ma blessure liée aux critiques est soignée et donc j'arrête de me sentir nulle et donc dans mon présent, j'arrête d'avoir peur d'échouer. OK? Mais en fait, on ne peut pas faire de généralité sur les conséquences, de ce que vous avez vécu dans l'enfance, on ne peut pas faire de généralité, ça va être différent pour chacun, d'accord? Et on va prendre l'exemple de la maltraitance physique, OK? Hem, donc je sais plus ce que j'avais un truc à vous dire, mais je me souviens plus. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Je sais plus, bref. Ah oui! Alors, si vous voulez là, en attendant que j'aille voir les questions après et tout ça, mais vous voyez bien que, hem, en fait, ce qui serait intéressant, ce serait, de prendre le cas de chacun et d'ailleurs, c'est ce qu'on fait en psychothérapie et de voir exactement les mécanismes, qui ont fait qu'un manque de confiance en soi, s'est mis en place, qui ont fait que, une émotion douloureuse s'est mise en place, qui ont fait que, une croyance négative sur soi-même, c'est-à-dire, de penser: «Je suis pas à la hauteur», comment ça s'est mis en place, d'accord? Pour pouvoir le défaire. Mais en fait, ça va être différent pour chacun et si vous voulez donc pour voir, on ne peut pas voir, tous les cas, en fait, c'est pas possible, d'accord? Parce qu'il y a autant de cas, que d'êtres humains, OK? Donc je pourrais passer 1 milliard d'heures à vous raconter, les processus en fonction des situations parce que, quelqu'un va vivre les choses, d'une certaine manière, quelqu'un d'autre, va vivre les choses d'une autre manière et mais si vous voulez, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez mettre, dans les commentaires votre cas. Donc soit, vous mettez ce que vous avez subi dans l'enfance, soit vous mettez vos problèmes à l'âge adulte et puis, je regarderai tout à l'heure et si j'ai le temps, d'en faire un ou 2. Avec le plus de précision possible, et bien, à ce moment-là, j'essaierai de dire un petit peu, ce que ça a pu avoir comme conséquence, enfin le mécanisme, d'accord? Le lien entre ce que vous avez vécu enfant et heu et vos problèmes à l'âge adulte, OK? Mais là, on va un petit peu parler, des conséquences de la violence physique, d'accord? Et on va voir que ça peut vraiment, être différent pour chacun. Alors, premier exemple, imaginons que ma maman me frappait et que, j'avais très peur, en fait, quand elle me frappait et que, du coup, ça a fait que j'ai une peur qui n'est pas digérée à l'intérieur de moi et je la garde à l'âge adulte. Donc, je vais grandir avec une peur à l'intérieur de moi, OK? Et peut-être que je vais pas faire le lien avec ce que j'ai vécu quand j'étais enfant. Et donc c'est comme ça qu'on arrive à l'âge adulte, en se disant, «Bah, moi, en fait, j'ai un caractère anxieux,
ou alors je suis de nature, angoissée ou ce genre de choses, d'accord? Parce qu'en fait, ne font pas, les gens ne font pas le lien entre ce qu'ils ont vécu à l'âge adulte, OK? Et leur, et ce qu'ils ont vécu, pendant l'enfance, OK? Donc voilà. Hem, alors par exemple, ça va f imaginons que, hem, quand j'étais enfant, j'ai excusez-moi, hein, je réfléchis en même temps. Donc j'ai eu la peur à l'intérieur de moi parce que ma mère, par exemple, se mettait en colère et elle se mettait en colère, parfois sans raison, en fait, tout d'un coup comme ça. Et ben ça, par exemple, ça peut avoir comme conséquence à l'âge adulte que, je vais être anxieux, en fait. C'est-à-dire que je vais toujours avoir peur qu'il se passe quelque chose, je vais toujours avoir peur que ça me tombe dessus. Vous voyez, c'est logique, d'accord? Je vais toujours m'attendre au pire. Peut-être que je vais avoir peur de l'avenir parce que en fait, j'ai appris qu'il y avait toujours un risque, en fait. Il y avait toujours un risque que quelque chose se passe mal et je pouvais même pas l'anticiper, d'accord? Hem, bien sûr, je peux avoir extrêmement peur dès que quelqu'un, se met en colère. Je vais avoir peur qu'on me frappe, par exemple. Et en fait, si vous voulez, le mécanisme, ça va être, par exemple, que, mon cerveau, pour s'adapter, en fait, il va me mettre en alerte permanente et en fait, c'est ça qui va faire que il va me rendre anxieuse, en fait. Mon cerveau, en fait, il va me rendre anxieuse pour que je sois prête tout le temps à voir s'il y a pas un coup qui va pleuvoir, que je sois en état d'alerte pour pouvoir plus me protéger, en fait, d'accord? Alors que si mon cerveau ne met pas d'anxiété à l'intérieur de moi, je vais être peace and love, sauf que mon cerveau, il a appris que le monde était hostile et que donc il allait falloir que je me tienne prêt, d'accord? Ça, c'est un exemple. Mais ça peut être complètement autre chose, hein. Hem, ça peut être, par exemple, que, à l'intérieur de moi, je vais avoir peur de la violence, d'accord? Hem et donc peut-être que je vais jamais dire ce que je pense, parce que je vais toujours avoir peur de la réaction violente de l'autre. Donc vous imaginez toutes les conséquences que ça peut avoir. En fait, c'est pas ce qu'il faut comprendre, en tant que parent en tout cas, c'est que essayer de voir plus loin en fait. C'est pas juste, je mets 3 claques à mon enfant. C'est pas, «Oui bon, bah, c'est bon, en effet je l'ai tapé quand il était enfant, mais bon ça c'est du passé». Non, non, c'est pas du passé, ça va avoir plein de conséquences sur sa vie et ça peut notamment, vous vous rendez compte? Si j'ai peur du conflit, j'ai peur de la réaction de l'autre et donc je ne vais pas dire ce que je pense, mais vous imaginez les problèmes de communication? Ça veut dire que par exemple dans mon couple, je vais jamais dire ce que je pense parce que j'ai peur que l'autre me tape dessus ou j'ai peur qu'il se mette en colère. Donc ça veut dire, par exemple, que je vais toujours me taire et en fait, au bout d'un moment, je vais divorcer parce que, j'ai jamais dit ce qui me convenait pas et du coup, je m'en vais, je mets mon couple, par la fenêtre parce que j'ai jamais donné l'opportunité à mon couple, de se enfin à mon conjoint de se remettre en question ou quoi que ce soit, parce que j'avais peur de lui dire, parce que j'avais peur de sa réaction violente. Vous voyez jusqu'où ça va, en fait? OK? Donc c'est pareil, les peurs des conflits, bah, cherchez pas, hein, il y a un truc dans votre enfance, à trouver, en fait. D'accord? Alors, par exemple, pour la peur des conflits, moi, ce que je demande aux gens, c'est: «Qu'est-ce qui vous fait peur exactement dans le conflit?» D'accord? Et en fait, c'est là qu'on va pouvoir retrouver la blessure d'enfance parce qu'il y a des gens qui vont avoir peur, par exemple, de la violence de l'autre. Donc si les gens, ils ont peur de la violence physique de l'autre, ça veut dire qu'ils ont vécu de la violence en tant qu'enfant. Le cerveau n'a peur que de ce qu'il a connu. Si vous avez peur d'une réaction violente physiquement, ça veut dire que vous avez subi de la violence, que vous vous en souveniez ou pas. D'accord? Quelqu'un qui n'a jamais subi de violence physique n'a pas peur de la violence physique. Quelqu'un, et ça c'est vrai pour tout, quelqu'un qui a peur d'être abandonné a été abandonné, qu'il en soit conscient ou pas. Le cerveau, si j'ai jamais été abandonné, je m'en fiche complètement, je pense même pas à l'abandon dans ma vie en fait. D'accord?
Ça peut être aussi, par exemple, les conséquences d'avoir été tapée et que ça a mis de la peur à l'intérieur de moi, eh bien, je vais être quelqu'un de soumis, dans mon enf dans à l'âge adulte, d'accord? Parce qu'en fait, je préfère me soumettre parce que j'ai peur de la réaction de l'autre. Donc imaginez les conséquences relationnelles que ça va avoir. Vous imaginez un peu? Ou j'ai peur de partir parce que, j'ai peur de l'autre, j'ai peur de partir de mon couple. Enfin, c'est énorme en fait les conséquences. Donc parfois, bien sûr, hein, les personnes adultes, elles sont pas du tout conscientes de tous ces mécanismes-là, OK? Mais du coup, en tant que thérapeute, c'est important, de comprendre la mécanique pour pouvoir la défaire, encore une fois, OK? Autre exemple, si j'ai de la peur à l'intérieur de moi liée au fait que ma mère me tapait dessus, hem, je sais pas moi, par exemple, je vais avoir peur de dire non, à toutes les personnes d'autorité. Donc par exemple, je vais avoir peur de dire non à mon chef et donc je vais lui dire oui et donc je vais lui dire oui et donc je vais accepter de faire toutes les tâches, qu'il va me donner et au bout de 6 mois, je vais finir en burn-out, d'accord? Parce que je n'arrive pas à dire non, par exemple, OK? Et c'est pour ça que, parfois les gens ils me disent, «Ouais, mais est-ce que vous êtes spécialisé dans le burn-out?» Mais en fait, on s'en fiche. Pour moi, en fait, c'est pas une spécialité le burn-out, en fait. C'est-à-dire que, bah, là, je vais soit les aider à soigner la blessure émotionnelle qui a été laissée par le burn-out, soit je vais directement les aider, à se rendre compte du processus. Donc par exemple que, je suis arrivée dans une situation de burn-out parce que j'ai peur de dire non. Pourquoi vous avez peur de dire non? Parce que j'ai peur de la réaction violente de l'autre. Par qui vous avez été violenté la première fois? Par ma mère. OK, et en fait, si on soigne la blessure émotionnelle laissée par la violence de sa mère, la personne n'aura plus peur que les gens soient violents, la personne n'aura plus peur de dire non, elle dira non et elle ne fera plus de burn-out. Vous voyez, c'est logique en fait. Autre exemple, imaginons que j'ai été tapée, en tant qu'enfant, mais en fait, j'ai pas gardé de la peur à l'intérieur de moi, par exemple, je baigne dans la colère. De quelle manière ça s'est mis en place? Eh bien, par exemple, je me dis que, tout le monde, c'est des gros cons, il y a que des gros cons, je suis agressive envers tout le monde à l'âge adulte, OK? Et bah, peut-être que cette colère que j'ai à l'intérieur de moi, en fait, elle est orientée, contre les voisins qui entendaient nos cris, mais qui n'ont jamais rien fait. Donc en fait, on peut pas faire confiance aux gens. Bah oui, en fait, parce que cette croyance, elle vient de cette situation-là, d'accord? Et en fait, c'est la colère que les gens y ressentent dans leur vie d'adulte, c'est leur colère d'enfant, contre les voisins, contre le monde entier d'ailleurs, de pas les avoir protégés alors que c'était des enfants et que, ils pouvaient pas se protéger tout seuls, d'accord? Et donc c'est pareil, à ce moment-là, vous voyez bien qu'il faut, pour aider la personne à arrêter d'avoir de la colère à l'intérieur d'elle à l'âge adulte, il faut comprendre contre qui, à la base, était cette colère, l'entendre, lui dire: «Mais bien sûr, tu as tout à fait raison d'être là, ça n'est pas juste, c'est pas juste d'avoir été tapé, c'est pas juste d'avoir été, pas protégé, c'est pas juste que les adultes, tournent la tête et ne te protègent pas, qui étaient autour» et cetera. D'accord? Et c'est comme ça, en fait, que les gens, ils vont arrêter d'être agressifs ou je sais pas quoi. Ça n'est pas dans le caractère des gens d'être colériques, ça, c'est pas vrai. C'est juste qu'ils ont une colère à l'intérieur d'eux qu'il faut retrouver contre qui elle est, en fait. Contre qui elle est à la base. Ça peut être aussi, des enfants maltraités, tapés, ils peuvent, se détester, être en colère contre eux-mêmes, par exemple, de ne pas s'être défendus, d'accord? De ne pas avoir eu assez de force en tant qu'enfant pour, se défendre. Si, par exemple, c'est des enfants qui ont vu leurs parents, se battre, par exemple, je sais pas moi, ça peut être un petit garçon qui est en colère contre lui, de ne pas avoir pu défendre sa maman, d'accord? Et ça a été insupportable pour lui. Et du coup, ça peut faire un petit garçon qui, a une énorme colère à l'intérieur de lui, et du coup, par exemple, qui s'autodétruit. D'accord? Vous voyez, c'est toujours logique, en fait, le mécanisme. Et par exemple, ça va être un jeune homme qui se drogue, et qui s'autodétruit complètement, mais il a pas du tout conscience, en fait, du mécanisme en place qui fait qu'il s'autodétruit aujourd'hui. Et donc l'intérêt de la psychothérapie, ça va être de prendre conscience de tout ça. Parce que si en psychothérapie, je me rends compte que en tant qu'enfant, j'ai pas à être en colère contre moi parce que j'avais pas assez de muscles, en fait, parce que c'est juste pas de ma faute.
d'accord? J'ai pas à être en colère contre moi parce que j'ai fait tout ce que j'ai pu et je pouvais pas défendre ma maman. C'est triste, mais c'est comme ça et l'acceptation que je ne pouvais rien y faire, et que c'est pas de ma faute, va faire que je vais arrêter d'être en colère contre moi et que donc je vais arrêter de me détester et que je vais arrêter de m'autodétruire et que je vais arrêter de me droguer. D'accord? C'est des exemples. Voilà. Qu'est-ce que ça allez, on en prend un dernier, après on arrête. Parce qu'en fait, on pourrait y passer, la journée. Ça peut être par exemple aussi, hem, un enfant, qui a été tellement, habitué en fait à la violence, pour lui en fait elle est banale et du coup, il va pas se rendre compte de la gravité de la violence. Donc quand un jour, il va être avec un conjoint qui va lui taper dessus, étant donné qu'il aura grandi, qu'il aura eu accès à des informations dans la société, il y aura une partie de son cerveau qui se dira: «Mais bien sûr, c'est grave et je ne devrais pas accepter ça». Mais en fait, il y a son cœur émotionnel d'enfant qui n'arrive pas à se rendre compte que c'est grave et donc il va se dire: «Oh non, c'est bon, il m'a juste mis 3 claques, puis en plus il était énervé, puis en plus c'est vrai, j'avais pas fait assez cuire les haricots verts». Et vous voyez, du coup, c'est comme si, il y avait une distorsion, en fait. Je sais même pas ce que ça veut dire ce truc-là, mais en gros, il y a un problème de, il y a un problème de point de vue, en fait. Il y a un je trouve pas mes mots, mais, tout ça pour dire que, la personne, en fait, va minimiser ce qu'elle a vécu, hem, parce que, elle a tellement été habituée à la violence, on lui a fait croire soit parce qu'on lui a dit que c'était pas grave, soit parce que, elle a tellement été habituée que, bah, pour elle, c'est pas si grave que ça et donc ça va faire que, dans sa vie d'adulte, en fait, elle ne va pas se séparer d'un conjoint violent parce qu'elle ne va pas reconnaître à sa juste gravité ce qu'on lui fait, en fait. D'accord? Bon bref, j'ai d'autres exemples mais, on va y passer la soirée, en fait, donc, on va arrêter ici. Puis je vais lire un petit peu, je vais lire ce que vous avez raconté, d'accord? Sachant que, petit rappel, hein, pour ceux qui vont partir là peut-être, donc la prochaine fois, on creusera, les conséquences, d'un mauvais accueil des émotions, dans l'enfance, les conséquences à l'âge adulte et alors là, je vous raconte pas les dégâts, c'est une catastrophe. Alors, donc là, je suis en train de lire, vos trucs, donc au début, vous me dites, «Bonjour, coucou» et cetera, donc ça, c'est bon, j'avais lu. Alors, Régine, je connais l'origine de ma tristesse. Malgré une thérapie longue, c'est difficile, ça s'est accentué depuis la Covid et confinement et le fait de ne plus travailler. Euh, ok, donc normalement, Régine, hein, si vous connaissez l'origine de votre tristesse, enfin, je veux dire, faut que ce soit clair pour tout le monde. Une tristesse s'en va, en fait. Si une blessure émotionnelle est traitée, il y a pas de raison que vous gardiez de souffrance à l'intérieur de vous. C'est pas, encore une fois, ça n'est pas une fatalité. C'est pas parce que, on a vécu une enfance, de merde, excusez-moi du terme, qu'on est condamné à avoir une vie de merde, excusez-moi du terme, d'accord? Tout se soigne, OK? Donc, si vous continuez à en souffrir, Régine, c'est soit que c'est pas la bonne cause, soit, vous continuez peut-être de vous en sentir coupable, soit que, peut-être vous n'avez pas complètement accepté, ce que vous avez vécu ou peut-être que vous minimisez ce que vous avez vécu. C'est un de ces trucs. Mais normalement, il y a pas de raison. Un truc traité, c'est un truc traité, d'accord? Et juste de parler d'un événement, ça ne soigne pas en fait, d'accord? Ça ne suffit pas. D'accord? De parler de son enfance, pour en parler ne sert à rien à part souffrir, hein, ça c'est clair et net, OK? Clairement, il faut que ce soit traité émotionnellement. Alors, je ne comprends pas. Pauline, je ne sais pas si Pauline, elle est encore là. A-t-on des solutions pour ce comportement? Faut-il le dire à nos parents? Alors, je ne sais pas ce que tu voulais dire, Pauline là, mais, est-ce qu'il faut dire à nos parents de quoi on a souffert? Oui ou non, en fait. Ça dépend pourquoi vous le faites. Si vous le faites juste pour vous, parce que vous avez besoin, vous avez envie de leur dire, mais je pense, hem, ou pas, que peut-être ce serait une erreur
de le dire pour qu'ils reconnaissent leur erreur. Mais ou pas, hein. Mais moi je leur demande aux gens, je leur dis: Pourquoi vous voulez leur dire?» Et s'ils me disent, bah, pour qu'ils admettent les erreurs qu'ils ont fait, je leur pose la question: «Est-ce que vous pensez que, en connaissant vos parents, est-ce que vous pensez qu'ils vont admettre leurs erreurs?» «Ah non, non, pas du tout». «OK, d'accord, et vous voulez leur dire quand même?» «Ah bah non, peut-être pas, ça sert à rien. En fait, moi je sais que ça m'a fait souffrir, je sais que c'était pas normal, je me dis qu'ils auraient pu faire autrement, ils l'ont pas fait, c'est comme ça. Ou alors je me dis qu'ils ont fait du mieux qu'ils ont pu, blabla, et cetera». OK. Voilà. Merci Laurence. Laurence, elle me dit: «Vous êtes au top». Merci. Attendez, je suis au début, hein, je suis encore: «Bonsoir, bonsoir, bonsoir», OK. Alors Massisa, elle dit: «Logique mais pas facile». Heu, alors tout à fait, c'est logique. Bien sûr que tout seul, c'est pas facile, hein, de soigner, les blessures d'enfance, ça c'est clair et net. Régine: «J'ai été dans la mémoire traumatique, c'est inouï et déstabilisant quand ça vous arrive». Hem, Marissa: «Oui, une fois la souffrance reconnue, on fait quoi?» Alors pas Marissa, Mamissa: «Une fois la souffrance reconnue, eh bien, on va voir un thérapeute, qui s'y connaît et qui vous aide à soigner votre blessure». OK? Mamissa, vous pouvez, si vous voulez, j'avais fait un psy live il y a 2 mois sur comment soigner nos blessures d'enfance, mais comme je l'ai dit lors de ce psy live, c'est un psy live, hein, d'accord? C'est pas un miracle, c'est pas une psychothérapie, donc ça pourra vous donner des pistes, ça pourra vous aider à savoir quel chemin, prendre pour soigner vos blessures émotionnelles, mais ça va pas vous soigner, hein. Donc, comment on fait? Hem, eh bien, on va voir un thérapeute qui vous aide. Moi, j'ai mis en place des formations si ça vous int enfin des formations, pas des formations, des programmes si ça vous intéresse. Vous allez voir sur mon site alapsyschool.com dans la rubrique «Se libérer», d'accord? Mais ça ne remplace pas une thérapie, OK? Heu Alors, Sophie: «Pourquoi moi l'aîné maltraité et pas mes frères et sœurs?» Oui, alors, hem, parfois les enfants, je vais vous répondre Sophie, alors je ne sais pas si c'est votre cas, hein, peut-être que vous ne culpabilisez pas, mais parfois les enfants en fait quand eux ils ont été maltraités et pas leurs frères et sœurs, ça arrive qu'ils se disent, «Bah, c'est bien moi le problème en fait, parce que si c'était pas moi le problème, on aurait tous été maltraités». Donc pourquoi parfois dans certaines familles, il y en a un qui est maltraité et pas les autres? Alors, il y a plein de raisons possibles. Je peux vous en dire quelques-unes. Hem, Par exemple, si, c'est la maman qui maltraite, hem et qu'elle-même dans sa famille, c'est elle qui a été maltraitée par elle était l'aînée et pas les autres, si elle a pas été soignée sa blessure de maltraitance, c'est probable qu'elle reproduise dans la génération suivante le même schéma, en fait, d'accord? C'est le schéma, il a été mis comme ça dans le cerveau, donc en tant que parents, ils ont recraché le schéma, tel quel. Mais donc rien à voir avec vous. Heu, je sais pas, ça peut être parce que, il y a quelque chose à l'intérieur de vous qui est insupportable pour votre pour vos parents. Alors ça peut être par exemple, il y a des gens qui sont des parents qui sont tellement malheureux à l'intérieur d'eux, qui se détestent tellement, qui ont tellement de noirceur à l'intérieur d'eux que si un de leurs enfants, rayonne, a de la joie à l'intérieur, est plein d'énergie, plein de ça va être insupportable en fait pour eux, ça va les exaspérer, d'accord? Hem Et du coup, c'est celui-là qu'ils vont maltraiter. Mais en aucun cas, ça n'est de la faute de l'enfant, d'avoir de l'énergie et de la beauté à l'intérieur de lui, en fait. D'accord? C'est le parent qui aurait dû, soigner ses blessures à l'intérieur de son cœur pour ne pas être exaspéré par la beauté et l'énergie et la lumière de l'autre, en fait. D'accord? De son enfant. Qu'est-ce que ça peut être d'autre? J'ai une autre idée tout à l'heure qui m'est passée dans l'esprit. Ça peut être par exemple, hem, imaginons que, en tant que maman, j'ai pas été, on m'a pas appris on n'a pas du tout accueilli mes émotions, on m'a culpabilisée d'être triste, on me mettait des claques quand je pleurais ou je ne sais quoi d'autre et du coup, j'ai complètement, repoussé ma tristesse qui était à l'intérieur de moi et en fait, je ne supporte pas d'entendre ma fille pleurer. C'est insupportable pour moi, en fait, parce que ça fait écho à ma propre tristesse qui est insupportable et que je ne veux pas entendre et qu'on m'a appris à ne pas entendre. Et imaginez que
vous, en tant qu'aîné, vous étiez plus expressive pour que vos frères et sœurs. Pourquoi? Je n'en sais rien. Ou si vous avez eu un accouchement super difficile qui a mis beaucoup de tristesse à l'intérieur de vous et ben, vous étiez peut-être, votre tristesse d'avoir vécu cet, accouchement difficile n'arrêtait pas de remonter et donc vous pleuriez plus que vos frères et sœurs et donc votre maman vous maltraitait plus parce que vous lui renvoyiez vous réveilliez quelque chose à l'intérieur d'elle, qui était insupportable. Mais encore une fois, ça n'est pas du tout de votre faute d'avoir eu de la tristesse à l'intérieur de vous, ça n'est pas du tout de votre faute que l'accouchement a été difficile, ça enfin, vous voyez ce que je veux dire? Mais en fait, il y a plein de raisons différentes, mais il y en a pas une, qui indique que c'est de votre faute. Ça, c'est, ça qui est important. Jeanne, peut-on sortir complètement des amnésies traumatiques? Bien évidemment. Régine, dans mon cas, il y a eu beaucoup de pleurs. Imaginez, vous n'êtes pas au courant et un jour ça sort chez un psy et malgré cela, c'est toujours là, oh là là, comme je râle. Je comprends pas ce que dit Régine. Sandrine, en fait, ces émotions qui sont rétroactives, qui reviennent sans cesse, tant qu'elles ne sont pas résolues. Oui, voilà, c'est ça, Sandrine. Alors, je dirais pas qu'une émotion, ça se résout. Je dirais qu'une émotion, ça s'écoute et surtout, ça se recolle au bon truc, en fait. J'ai une tristesse à l'intérieur de moi, il faut que je sache exactement de quoi je suis triste. Parce que parfois, les gens, ils se trompent de cause, en fait. Et tant que vous vous trompez de cause, bah, la tristesse, elle peut pas être entendue, en fait. Donc, elle reste. D'accord. Euh, donc comment savoir si c'est la bonne cause? Bah, parfois les gens ils me disent, «Oui, je suis triste, de la mort de mon grand-père quand j'avais 6 ans». OK, pas de problème. Je peux vérifier? Oui, allez-y. OK, racontez-moi la mort de votre grand-père. Donc la personne me raconte la mort de son grand-père et là, aucune émotion. Mais vraiment aucune émotion, pas parce qu'elle en est coupée, juste parce que, aucune émotion. Donc là, je lui dis: «Bah, est-ce que vous ressentez de la tristesse du coup quand vous parlez, quand vous pensez à la mort de votre grand-père ou quand vous en parlez?» «Non, pas du tout». OK. Donc votre tristesse, elle est pas liée à la mort de votre grand-père. D'accord? C'est comme ça qu'on se rend compte, par exemple, que la personne, elle s'est trompée de cause, en fait. Et si vous n'avez pas la bonne cause, à votre émotion, la bonne raison à votre émotion, bah, en fait, votre émotion, elle peut rester 150 000 ans à l'intérieur de vous sans problème. C'est la même chose pour la colère, c'est la même chose pour la peur. Sandrine, la valorisation est importante pour la construction de soi. Exactement. Et si on en a manqué, c'est dramatique. Ah oui, c'est ça que je voulais vous dire. Peut-être je pourrais en parler la prochaine fois, mais hem, par exemple, l'absence de valorisation, c'est dramatique pour un enfant, d'accord? Hem, Ça peut faire, par exemple, que, heu, si un parent ne l'a jamais valorisé, d'accord? Parce que parfois les parents, ils font ça, d'accord? Ils se disent: «OK, pour que mon enfant, hem» aille toujours au-delà de ses limites, je vais toujours, lui indiquer ce qu'il pourrait faire mieux encore, ce qu'il pourrait faire mieux encore. Je veux pas qu'il se repose sur ses acquis, donc je vais toujours le stimuler en lui montrant toujours ce qu'il pourrait faire de mieux. Bah, en fait, ça n'a pas du tout l'effet escompté. C'est-à-dire que bien sûr que si ça se trouve, votre enfant, il va toujours essayer de faire mieux. Mais en fait, il aura un énorme manque de confiance en lui. Il aura un énorme manque de reconnaissance à l'intérieur de son cœur. Parce qu'un enfant, il a besoin d'être solidifié à la base. Il a besoin, à un moment donné, qu'on lui dise: «Tu super comme t'es en fait. Là, comme t'es là, c'est génial». D'accord? Et non pas: «Tiens, si tu étais un peu plus comme ça, ah ça serait bien quand même» ou «Un peu plus comme ci, ah ce serait bien quand même». Non, parce que si vous faites ça, en fait, ça va faire des enfants et des adultes qui seront jamais satisfaits, en fait, de qui ils sont. D'accord? Donc ils vont toujours essayer de se prouver à eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils vont toujours se dire: «OK, mais peut-être si je fais ci ou si je fais ça, peut-être j'aurai de la valeur». Complètement et en fait, c'est un puissant fond. D'accord? Hem Alors, Régine. Régine toujours. On est face à des événements pas faciles vécus il y a longtemps et quand vous en parlez au psy, quel grand malaise d'avoir remis tout ça. Voilà. Mais en effet, encore une fois, remis tout ça, ça ne suffit pas. Il faut aller soigner les choses. Jeanne, se rendre compte de choses graves, tout change dans le cerveau, le regard change. Oui, bien sûr. Sandrine, les mots qui sont prononcés ont un impact direct, quoi qu'il en soit. Oui. Paul, oui, nombreux refusent d'en parler alors que c'est un point de départ, bien sûr. Alors, parfois aussi, c'est au thérapeute d'aider les gens à en parler. Par exemple, moi j'ai des gens en consultation, je sais pas moi, je prends un exemple,
quelqu'un qui dit, «Je suis dépressive», OK. Quelle émotion se cache derrière votre dépression? De la tristesse, OK. Vous voulez en faire quoi? L'enlever, OK. C'est de la tristesse de quoi? Dites-le, première chose qui vous passe par la tête, c'est qu'est-ce qui a mis cette tristesse à l'intérieur de vous? Et hop, là, les gens, ils vont chercher l'information et je leur dis: «Oui, oui, là, vous avez pensé à un truc, là, c'est quoi?» «Ah non, non, je peux pas, j'arrive pas à en parler». Et du coup, là, ce qu'on peut faire en tant que thérapeute, c'est leur poser la question, «Qu'est-ce qui vous empêche d'en parler? C'est quoi l'émotion, par exemple, qui vous empêche d'en parler?» Donc par exemple, ils vont vous dire: «La honte». OK, la honte de quoi? OK, et en fait, on peut faire un certain travail, par exemple, pour enlever la honte à l'intérieur d'eux, alors qu'ils n'ont pas encore verbalisé ce qu'il y a à verbaliser. Et du coup, la honte, elle diminue et après, ils peuvent en parler, d'accord? Donc, comment on diminue la honte? Alors, de plein de manières différentes, mais déjà, avec tout votre cœur en tant que thérapeute, vous pouvez leur dire: «Moi, je sais, en fait, que vous n'avez rien fait de mal et si on parle de quelque chose en tant qu'enfant et vous n'avez pas à avoir honte du tout». Déjà ça met vachement en sécurité les gens. Merci Dominique de m'envoyer des petits messages d'amour, thank you et tout ça. Je les reçois dans mon cœur. Vincent. On peut penser que la maltraitance infantile peut se traduire en une répétition des mots subis. Tout à fait. Il me semble également qu'elle est la porte à être maltraitée. Me le confirmez-vous? Tout à fait. Comme ce que je disais tout à l'heure par rapport à la violence, là, en effet, si j'ai été tapée quand j'étais enfant, regardez. Si j'ai été tapée quand j'étais enfant et que mon père me disait toujours, «Oui, mais en même temps, tu qu'à pas me chercher» ou «En même temps, tu qu'à arrêter de faire tes conneries», dans mon cerveau d'enfant, je vais me dire que franchement, c'est vrai que c'était complètement mérité, que c'était de ma faute si mon père me tapait parce que j'arrêtais pas de faire des bêtises, donc c'est de ma faute, donc c'était justifié. OK. Sauf qu'en fait, pour de vrai, j'arrêtais pas de faire des bêtises parce que je me sentais pas aimée par mon père et du coup, c'était pour exprimer ma souffrance de mon manque d'amour, d'accord? Mais donc de faire des bêtises, c'était pas de ma faute, d'accord? C'est jamais de enfin, moi, je vous le dis, je pense que c'est jamais de la faute des enfants. La plupart du temps, vous voyez, ceux qui ont vraiment des comportements, ce qu'on peut appeler déviants ou je sais pas quoi, il y a toujours une souffrance à comprendre et si un enfant souffre, c'est pas de sa faute, c'est qu'il y a quelque chose à comprendre qui n'a pas été compris. Tout ça pour dire que donc dans mon cœur de petit garçon, je me suis dit que si on me tapait, c'était de ma faute parce que je faisais des bêtises et en plus mon père me le soulignait bien que si je faisais pas autant de bêtises, il serait pas obligé de me taper. OK. Alors que, il pourrait peut-être enfin il aurait pu choisir un autre moyen en fait, ou se poser des questions. Comment ça se fait que mon fils arrête pas de faire des bêtises ou je ne sais pas quoi, ou m'aimer ou me valoriser ou je sais pas quoi. J'aurais moins fait de bêtises. Tout ça pour dire que si je garde cette croyance à l'intérieur de moi, que donc en tant qu'adulte, je vais me dire que, je vais avoir gardé dans mon inconscient que si on me tape, c'est de ma faute et je vais grandir et je vais avoir une femme qui me tape dessus et heu, je vais rester avec elle parce que en fait, je vais pas me dire que c'est elle le problème. Je vais toujours me dire que c'est moi le problème puisque quand j'étais petit, j'ai appris que quand on me tapait, c'était de ma faute et donc je vais essayer de me remettre en question. En plus, elle va me dire que c'est de ma faute parce que j'avais pas qu'à l'énerver et en effet, c'est vrai, je l'ai un peu énervée, donc vous voyez bien, c'est de ma faute et cetera, d'accord? Donc en effet, en fait, la maltraitance pendant l'enfance, fait que et encore plus la culpabilisation de la maltraitance par les maltraitants, par les gens qui maltraitent, en effet, va faciliter la maltraitance à l'âge adulte, clairement. Laurence, faites très attention aux mots prononcés car effectivement l'enfant croit ses parents. Tout à fait, d'accord? En tant que parent, faites très attention aux mots que vous prononcez, parce que l'enfant va vous croire, en fait. Parfois, moi, j'ai des parents qui viennent me voir avec leur enfant et en fait, on se rend compte que, le parent, pour rigoler, il dit, bon, bah, c'est vrai que parfois je le traite d'abruti ou de petit connard parce qu'il fait des bêtises, et en fait l'enfant pense que son père déjà pense qu'il est un connard et pense que son père pense qu'il est un connard, d'accord? Et en fait quand on en discute, le père dit: «Non mais attends, enfin je t'ai dit ça à ce moment-là, mais en fait je le pensais pas». Heu et parfois c'est encore pire parce que les enfants ils vont dire les enfants vont di les parents vont dire:
Mais n'importe quoi, en fait. Tu bête d'avoir pensé que je pensais que tu étais un connard. D'accord? Donc il y a double peine là, parce que déjà, tu me dis que je suis un connard et en plus tu me dis que je suis bête d'avoir cru à ce que tu me disais. Alors que excuse-moi, mais, tu me l'as dit donc, c'est quand même pas, débile d'avoir, pensé que tu pensais ce que tu me disais. Je sais pas si j'ai été claire là, mais voilà. Alors qu'est-ce qu'elle nous dit d'autre Laurence? Heu, Tout part de là pour la stabilité de l'enfant ou pas. Déjà, on ne doit pas craindre et avoir peur de nos parents en premier lieu. Je comprends pas. Déjà, on ne doit pas craindre et avoir peur de nos parents. Oui, tout à fait. Si on craint nos parents, en effet, c'est qu'il y a un souci. Alors, Vincent, ces blessures d'enfance ont-elles un rapport avec des comportements générationnels répétitifs dont on cherche à se débarrasser? Comment s'en débarrasser malgré l'absence de manque de confiance? Je ne comprends pas tout à fait la question. Ces blessures d'enfance ont-elles un rapport avec des comportements générationnels? Alors oui, hein, clairement, une blessure qui n'est pas soignée à une génération va se reproduire d'une manière ou d'une autre à l'autre génération. D'accord? Hem, donc clairement, hein. Donc, comment on fait pour ne pas passer à nos enfants, les bagages des générations d'avant? Eh bien, tout simplement, on va soigner nos blessures d'enfance. C'est la meilleure manière de ne pas reproduire sur nos enfants ce qu'on a vécu. Et parfois, il y a des gens qui disent: «Non mais attends, je m'étais juré que je ferais pas, comme mon père ou je m'étais juré que je ferais pas comme ma mère». Et bah, pour ne pas faire comme votre père ou comme votre mère, en tout cas ce dont vous avez souffert et avec ce avec quoi vous n'êtes pas d'accord, allez soigner vos blessures d'enfance. Vous ne reproduirez pas les choses. D'accord? Parce que vous voyez, par exemple, si vous minimisez la gravité de ce que vous avez vécu en tant qu'enfant, eh bien, hem, ça veut dire que vous allez le minimiser si vous le faites à vos enfants. Mais moi, dans mon cabinet de consultation, parfois, il y a des gens que j'aide à se rendre compte de la gravité de ce qu'ils ont vécu enfant pour pouvoir se soigner et donc ils se rendent compte de la gravité et en fait, là, c'est horrible parce qu'ils se disent: «Mais attends, moi, j'ai fait ça à mes enfants aussi». D'accord? Mais c'est pas grave, ça se rattrape, il y a pas de problème. D'accord? Laurence, je vous rejoins dans tout ce que vous dites. J'ai toujours voulu être psychologue dans mon enfance. OK. Et Paul, il dit: «Inscrivez-vous pour des études de psy». Voilà, ou venez vous former avec moi, ça va être super. Voilà, Julien, meilleurs vœux, et cetera. Régine, je reste très, très nerveuse. Non, mais Régine, en fait, i on peut complètement être soigné de toutes les blessures, hein. Donc, normalement, si toutes les blessures, elles sont soignées, il y a vous n'êtes plus nerveuse, vous n'êtes plus triste, et cetera. Alors après, je veux pas m'avancer, hein, je sais pas si vous êtes prête à aller au fond ou quoi, mais il y a moyen de en fait, il y a toujours moyen de complètement se soigner. Après, à voir si la personne, elle est complètement prête à faire le chemin, pour aller, tout reconnaître ce qu'elle a vécu, tout regarder en face, et cetera. Elle, Amine. Dans mon métier, j'ai beau être excellent sur un plan performance, mais on me reproche d'être isolée et j'ai raté beaucoup de promotions, tout ça parce que j'ai peur de dire ce que je pense, j'évite les conflits. Donc, elle, Amine, là, ce qui serait important pour vous, justement, c'est de chercher exactement de quoi vous avez peur dans le conflit, d'accord? Vous avez peur qu'on vous crie dessus, vous avez peur, que l'autre vous aime pas, et en fait, c'est comme ça que vous pourrez retrouver la blessure d'enfance à laquelle ça fait référence pour pouvoir aller la soigner, pour enlever votre peur au présent. D'accord? Donc par exemple, si vous me dites: «Bah, j'ai peur qu'on m'aime pas», bon, bah, ça veut dire que vous avez manqué d'amour de quelqu'un à un moment donné, il faut aller soigner cette blessure-là, que vous en soyez conscient ou pas. D'accord? Par exemple, quelqu'un qui a peur de ne pas être aimé, ça veut dire qu'à un moment donné, il s'est senti pas aimé et sa blessure n'est pas soignée, d'accord? Si on a complètement été aimé, si on n'a pas de blessure de manque d'amour à l'intérieur de son cœur, on n'a pas peur de ne pas être aimé. Régine toujours. Je m'écroule dès qu'il faut aller parler au psy, malgré la violence subie, je n'ai pas peur. OK. Dominique, il y a des psys très différents les uns des autres, exactement. Il y a sûrement un qui vous correspond. Ah oui, elle répond à Régine. Demandez-leur au début comment ils travaillent avant de décider, de faire un bout de chemin avec lui ou avec elle, bien sûr. Ça, c'est très important, hein, de sentir, si, le thérapeute avec lequel vous travaillez ou pas, d'accord? Vous convient.
Moi, il y a des gens à qui je conviens pas du tout et c'est comme ça, pour tous les, pour tous les thérapeutes et pour toutes les personnes, d'accord? C'est très important. Ce que je dirais, c'est, heu, à mon avis, mais c'est que mon avis, hein, faites attention heu, par rapport aux thérapeutes qui peuvent vous dire, «Non mais c'est bon, faut relativiser, non mais c'est bon, faut aller de l'avant, non mais arrêtez de vous plaindre, allez maintenant, hein, faut avoir confiance en vous», ce genre de choses ou des psys qui vous disent, avant que vous ayez dit quoi que ce soit, «Non mais c'est important quand même de pas trop blâmer vos parents, ils ont fait ce qu'ils ont pu». Mais attends, enfin, j'ai rien demandé en fait, voilà, d'accord? Faut d'abord reconnaître votre souffrance et après c'est vous qui direz, si vos parents ils ont fait comme ils ont pu ou pas, en fait. Voilà et à mon sens, voilà, moi je suis complètement, pas du tout pour, les psys qui disent: «Ça sert à rien d'aller remuer le passé», pour moi ça sert à tout, d'aller, non pas remuer, mais d'aller chercher la solution à vos problèmes dans le passé. Sandrine: «Moi, une mère qui m'a toujours rabaissée, rien n'était jamais assez bien et le pire, j'ai été maman jeune et elle s'est appropriée ma fille et à l'inverse l'a mise sur un piédestal et aujourd'hui ma fille m'a tourné le dos et m'a dénigrée. Situation hyper dure». Bah oui, Sandrine, mais du coup là, vous voyez, déjà je pense enfin peut-être ce sera, intéressant ou pas, d'aller soigner votre blessure, par rapport au fait d'avoir été rabaissée par votre maman. Ah bah voilà, Régine, on a trouvé le problème de Régine. Elle a marqué: «Je n'ai pas accepté ce que j'ai vécu». Bon bah voilà, vous pouvez pas aller mieux, hein, tant que vous n'avez pas accepté ce que vous avez vécu, votre tristesse elle partira pas. C'est aussi simple que ça, d'accord? On ne peut pas arrêter d'être triste, machin soit mort, si j'ai pas accepté que machin était mort. C'est aussi simple que ça. Mais en même temps, il y a des techniques thérapeutiques pour aider les gens à accepter. Nono. Comment faire alors pour éviter cette transmission intergénérationnelle de la maltraitance? Allez soigner vos blessures d'enfance. Marion, très intéressant Marion. Bonjour, de quelles blessures peuvent venir les troubles alimentaires? De n'importe quelle blessure dans l'absolu. De n'importe quelle blessure dans l'absolu. Moi, dans mon cabinet de consultation, je retrouve beaucoup, des violences sexuelles, enfouies quand même, hein. Les troubles, alimentaires. Je veux pas faire de généralité, mais c'est beaucoup ce que je trouve. Voilà, après, hem mais c'est pas forcément, il y a toujours une logique en fait et c'est différent à chaque fois. Hem, Ça peut ne rien avoir avec, les violences sexuelles. Ça peut être par exemple, je sais pas moi, tiens et bah, par exemple ça peut être, heu dans la cour de récré, hem, je me suis fait taper dessus et du coup, je suis devenue gros et costaud, pour que les gens aient peur de moi, pour que plus jamais ça, pour que plus jamais, ça revienne et que, les gens ils aient peur de moi parce que je suis imposant. Vous voyez ce que je veux dire? Ça peut être ça, en fait. Et la personne à l'âge adulte, elle n'en a pas conscience, mais du coup, en psychothérapie, on va retrouver ce mécanisme et donc l'inverser. Ça peut être aussi, je sais pas moi, manger, manger, manger pour, pour combler un manque d'amour à l'intérieur de moi. D'accord? Donc là, il faudra retrouver d'où vient le manque d'amour, accepter que j'ai manqué d'amour, arrêter de me sentir coupable d'avoir manqué d'amour, soigner la blessure du manque d'amour en gros et la personne elle arrête d'essayer de se remplir parce qu'on l'a remplie en soignant la blessure d'enfance, par exemple, d'accord? Et en fait, il y a pas de règle. À chaque fois, ça va être différent. À chaque fois, il y a une logique. Sophie, c'est une vraie révélation quand les gens comprennent qu'ils ont été maltraités, que du coup déculpabilisent et que du coup se rendent compte qu'ils ont de la valeur, de vraies ressources et reprennent confiance en eux et en travaillant sur ce qu'ils ont été capables de faire et en les valorisant, en leur montrant quelle force il y a au fond d'eux pour être venus en parler, etc. Des phobies disparaissent, des comportements, des peurs, des situations d'échec. Exactement. Marion, n'ayant pas ressenti assez d'amour et de valorisation, je fais très attention avec mon fils de 6 ans, je le valorise beaucoup, le câline. Est-ce que, à l'inverse du manque, cela peut être trop?
C'est très, très marrant, Marion, parce que je voulais vous parler de ça ce soir et je me suis dit: «Non mais c'est bon, ça va être beaucoup trop long, je vais pas leur en parler» et du coup, je vais vous en parler parce que j'ai préparé un truc là-dessus. Attendez que je retrouve, ma préparation. Bon, pour ceux qui veulent aller manger, ou faire autre chose, je leur en voudrais pas, hein. Vous pourrez regarder la fin en replay, mais je vais quand même parler de ça parce que c'est vraiment pas mal. Cette idée de, ouais, mais est-ce que si on valorise pas trop un enfant, il va pas prendre la grosse tête, et il va pas se la péter et cetera? Non, pas du tout. On ne valorise jamais assez un enfant et on va préciser ce que je veux dire par là. Alors que je retrouve ma petite feuille parce que je pourrais vous raconter de tête, mais c'est quand même plus intéressant si je retrouve exactement tout ce que j'ai à vous dire et bien sûr, je ne vais pas le retrouver parce que sinon c'est pas drôle. Hem Non, je vais pas le retrouver. Bon, c'est pas grave. Attendez, je cherche encore 3 secondes. Heu, voilà, si je le retrouve, c'est bon. Alors, en gros, plus vous valorisez un enfant, plus vous encouragez un enfant, plus il aura une base solide, plus il aura confiance en lui à la base et donc moins il aura plus il s'aimera, plus il considérera qu'il aura de la valeur et donc moins il aura besoin d'en recevoir de l'extérieur, en fait et donc les gens qui se la pètent, les gens qui se la pètent, c'est des gens qui cherchent le regard des autres, d'accord? C'est des gens qui cherchent à attirer l'attention des autres. Donc ça veut dire qu'ils en manquent à l'intérieur d'eux, forcément, d'accord? Donc plus les gens ils ont confiance en eux et moins ils vont dépendre des autres, du regard des autres et moins ils vont avoir besoin d'attirer l'attention, d'accord? Donc voilà, donc pourquoi si un enfant a la grosse tête, ça veut dire qu'il y a quelque chose, il y a un problème quelque part, d'accord? Par exemple, si vous dites à un enfant qu'il est beau toute la journée, mais toute la journée vous lui dites ça, et si vous lui dites pas autre chose, et ben en fait, il va penser que votre amour pour lui est lié à sa beauté. Il va penser que la valeur qu'il a est liée à sa beauté. Donc en fait, c'est comme s'il allait surinvestir sa beauté, mais en fait lui, dans l'absolu, il va pas surinvestir sa beauté, il va surinvestir ce qui lui permet de recevoir de l'amour. D'accord? Et donc à ce moment-là, il va être tout le temps comme ci, comme ça, en train d'être super belle, super coquet, de montrer, qu'il est beau et cetera et là, on va dire: «Non mais c'est bon, elle se prend pour je sais pas quoi parce que, en grandissant, elle va être super belle et tout ça». Oui, parce qu'en fait, on lui a appris que, heu, elle allait être aimée et valorisée pour ça, en fait et que sa valeur réside là-dedans, d'accord? Donc c'est toujours pareil, il faut trouver le juste équilibre. C'est-à-dire que, bien sûr que vous pouvez dire mais en même temps, hem, vous pouvez dire à un enfant qu'il est beau toute la journée, si si vous lui montrez qu'il a de la valeur par d'autres biais, en fait et que c'est pas que sa beauté qui lui donne de la valeur, d'accord? Si si vous lui donnez pas d'amour par ailleurs, si vous lui montrez pas qu'il a de la valeur par ailleurs que sa beauté, forcément qu'il va surinvestir sa beauté et que du coup, voilà, il va se la péter par rapport à sa beauté et là, il y aura un problème, d'accord? Et ce que je veux dire, c'est que les enfants qui se la «pètent» entre guillemets ou qui ont la grosse tête, ça veut dire qu'il y a un manque quelque part et donc ils surcompensent par rapport à quelque chose. Comme les adultes, c'est pareil. D'accord? Par exemple, si vous ce qui va être malsain, c'est de valoriser un enfant par rapport à un autre. D'accord? Donc là, vous lui apprenez à se sentir mieux que les autres, donc à se mettre au-dessus des autres, à rabaisser les autres. Donc, en effet, il va croire qu'il est mieux que les autres et en plus, si par exemple, il y a une maman qui valorise son enfant par rapport aux autres, l'enfant va sentir que sa maman l'aime parce qu'il est mieux que les autres. D'accord? Donc lui, il va croire qu'on va l'aimer s'il est mieux que les autres. Donc, bien sûr que ça va être très important pour lui d'être mieux que les autres, parce que c'est comme ça qu'il se donne de la valeur. D'accord? Et donc à ce moment-là, encore une fois, on aura quelqu'un qui, en effet, a la grosse tête, on aura quelqu'un qui
dénigrera les autres, méprisera les autres, se sentira au-dessus des autres, mais c'est parce que, il y a eu un truc super malsain à la base, d'accord? Mais si vous le valorisez, hem, d'une manière équilibrée et saine, vous allez le bourrer de confiance en lui et en fait, il aura pas besoin, de se la jouer ou il aura pas la grosse tête ou quoi que ce soit. Clairement pas, d'accord? Plus on a confiance en soi, plus on s'aime, sincèrement et d'une manière, saine, moins on a besoin, d'en mettre plein la figure à tout le monde et je sais pas quoi, d'accord? Hem et en plus, il s'en fichera du regard des autres, OK? Et je voulais vous dire un autre truc, oui, hem, pensez aussi que, quand un enfant, vous montre quelque chose et qu'il attend que vous disiez: «C'est magnifique», en fait, ce qu'il vous montre, c'est lui, en fait. Pour lui, en fait, si vous dites que quelque chose est beau, si vous dites que sa peinture, elle est belle, c'est comme si vous lui disiez à lui qu'il est génial, en fait. Pensez à ça, d'accord? Mais n'oubliez pas aussi de valoriser les efforts. C'est-à-dire que, par exemple, s'il essaye quelque chose et qu'il n'y arrive pas, au lieu de dire: «Bah, tu as pas réussi» ou je sais pas quoi, ou «Tu es nul parce que, tu n'as pas, continué à essayer», hem vous pouvez à ce moment-là, non pas valoriser le résultat, même quand il a réussi, ou pas forcément valoriser le résultat, mais valoriser les efforts qu'il a mis dans la tâche, et on peut aussi, lui demander, bah: «Est-ce que toi tu es content? Est-ce que tu as passé un bon moment?» d'accord? Valoriser, la joie que ça a mis à l'intérieur de son cœur de faire quelque chose, au lieu de valoriser le résultat directement. OK? Donc voilà, c'était pour répondre à votre question. Hem alors attendez, il faut que je remonte. Voilà, donc Marion, c'est bon, on a répondu. Avec plaisir Régine, merci pour vos explications. Nono, je suis une psychanalyste depuis des années pour traiter mes propres blessures, mais ça prend du temps et mes enfants grandissent et les dégâts sont déjà faits, j'ai l'impression que c'est déjà trop tard. Non, Nono, ce n'est jamais trop tard. Ce n'est jamais trop tard. Hem Je je pense que je parlerai de ça un peu dans le prochain Psy Live, de l'effet de ne pas reconnaître, ses erreurs en tant que parent sur les enfants, mais aussi de l'effet de reconnaître ses erreurs en tant que parent. Nono, franchement, vous pouvez, vous pou il y a i franchement, c'est jamais trop tard, d'accord? Imaginons que, je ne sais pas si vous connaissez vos erreurs, mais déjà, c'est énorme si vous reconnaissez vos erreurs, d'accord? Auprès de vos enfants, en disant: «Tu sais, je t'ai critiqué, j'aurais pas dû». C'était pas de ta faute, donc reconnaître vos erreurs. Leur dire: «C'était pas de ta faute, c'est de la mienne». Voilà. J'aurais dû faire autrement, c'est tout. Ne vous cherchez pas d'excuses à ce moment-là, d'accord? Parce qu'à ce moment-là, il s'agit pas de dire: «Ouais, mais attends, j'ai fait ce que j'ai pu». Non, il s'agit de reconnaître leur souffrance. Donc donner la priorité à reconnaître leur souffrance et leurs émotions, d'accord? Donc c'est pas de ta faute. J'aurais pas dû faire ça, tu ne méritais pas ça, c'était pas normal, blablabla. Avec ça, franchement, on est super. Vous leur évitez, des années de thérapie. Maryse, bonsoir. Comment me comporter quand je reçois une humiliation verbale? Ah, c'est marrant de dire ça, quand je reçois une humiliation verbale et qu'il s'agit d'une projection. Si vous pouviez m'aider, je n'ai pas la clé, merci beaucoup. Bah, comme d'habitude, hein, allez soigner vos blessures d'enfance, c'est-à-dire que vous me dites quand je reçois une humiliation verbale. Donc, à voir comment elle vous fait du mal, cette humiliation, parce que si elle vous fait du mal, heu et si vous trouvez que cette blessure, pardon, que l'émotion, que la souffrance que vous ressentez, elle est disproportionnée, c'est que ça vient toucher une blessure d'enfance. Donc si vous soignez votre blessure à l'intérieur, ça devrait plus rien vous faire, en fait, l'humiliation. Mais moi, en fait, je suis nulle pour donner des conseils, au présent, en fait, comment on fait. Je suis trop nulle, d'accord? Parce que moi, en fait, j'aide les gens à soigner leurs blessures d'enfance parce qu'après, en fait, il y a plus de problème et il y a plus de conseils à donner parce que les gens, naturellement, en fait, heu, ils ne sont pas suraffectés par certaines choses, en fait. C'est juste les
Ils ont confiance en eux, leurs émotions sont proportionnelles par rapport à ce qu'ils vivent, il y a plus de problème donc désolée Maryse, si je ne réponds pas bien à votre question, mais en fait, je suis trop nulle pour donner des conseils aux gens, comment je fais, pour faire ça dans le présent, non, en fait, moi, je vais toujours chercher la blessure émotionnelle qui se cache derrière, la soigner et en fait, après, les choses se résolvent d'elles-mêmes. Réponse à Nono: «Faites aussi des conciliations familiales, c'est juste génial, nin OK. Bonsoir Sophia, bonsoir Lucie, bonsoir à tous et bonne année. Bonne année Sophia. J'ai bien du retard, je rattraperai le live. OK, super. Marion: «Je veux que mon fils sache, ressente mon amour inconditionnel et donc quoi qu'il fasse, je lui verbalise que je suis là pour lui, je l'écoute tout en mettant des limites. Parfait, je lui pardonne. Il y a eu beaucoup de violence. Il y a eu beaucoup de violence sur moi liée à une colère suite à ma séparation avec son père, mais il ne va pas trouver cet amour inconditionnel ailleurs. Donc, comment lui faire comprendre qu'il ne peut pas se comporter ainsi avec les autres qui seront moins patients, copains, conjointes? Non, il y a un problème là, Marion. Il y a un problème quelque part. Je lui pardonne, il y a beaucoup de violence sur moi. Ça veut dire quoi, je lui pardonne? Pourquoi en fait? Il n'a pas à être violent sur vous en fait. Il a le droit d'être en colère contre vous et encore, peut-être lui expliquer, que, bah, voilà, quand, parfois on est des amoureux et parfois on n'est plus des amoureux, bah, c'est de la faute de personne et à voir peut-être est-ce que le père est en colère contre vous? Parce que parfois les enfants ils font ça. Les enfants, quand il y en a un des 2 qui est en colère contre celui qui est parti, ils prennent le pli d'être en colère contre le conjoint. Donc là, peut-être il y a un travail à faire. Mais c'est pas normal qu'il vous tape, hein, et attention, de ne pas, comment expliquer? C'est pas parce que, je t'aime inconditionnellement que tu as le droit de me taper q enfin non, non, il y a un truc qui va pas là. On n'a pas le temps de, enfin, on n'est pas là on ne peut pas, hem, on peut pas traiter le truc là, mais il y a quelque chose à comprendre. Maryse, après je ne peux vous donner plus de détails plus clairs sur la toile. Tout à fait Maryse. OK, bon, bah, c'est bon, j'ai répondu à toutes les questions. Ça fait 1 h 52 qu'on y est. Je crois que c'est bon, on a rempli le contrat. OK, bon, je vous dis à plus tard. Du coup, là, je viens de voir qu'il y en a deux trois qui se sont connectés. Bon, ce sera dispo en replay pour ceux qui le souhaitent. Donc, je vous donne rendez-vous pour le prochain Psy Live, début février. Nous serons le dimanche 7 février à 18 h. Et du coup, ce qu'on fera, c'est que, on fera, peut-être plus les conséquences de la maltraitance, psychologique, les conséquences du non-accueil, d'un mauvais accueil des émotions, dans l'enfance à l'âge adulte, parce que vous allez voir, c'est une catastrophe. Les conséquences de culpabiliser un enfant à l'âge adulte. Les conséquences, d'avoir été le confident de son parent et cetera et cetera. OK? Bon, bah, merci d'avoir, tenu jusqu'à cette heure-là, hein, ça fait des gros psy live, mais bon, à chaque fois, j'ai un milliard de trucs à vous dire. Voilà, bon, bah, un grand merci à vous pour, votre attention. Je vous fais plein de gros bisous. Ilo, à jeudi. Ilo, je la vois parce que c'est une personne que je forme, et on recommence, la deuxième session là, donc le module, sur, les enfants justement et les traumatismes enfouis début janvier. Donc voilà. OK Marion. Chantal, merci, bonsoir. Ilo, bisous et tout ça. OK? Bon, bah, bisous, hein, donc là, j'avais fait des petites rediffusions de mes vidéos et tout ça pour les vacances, de fin décembre, mais on va repartir avec de nouvelles vidéos, de nouvelles psy stories, de nouveaux conseils, pour janvier. OK?
Voilà. Bon, bah, je vous fais des gros bisous, bonne semaine, bonne année et tout le bazar, hein? Allez, salut. Mmh. Avec plaisir, l'abeille.